Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 181, l'humiliation de Cao Cao. Monde humain, Japon, Kyoto. Comme les autres, James et Cao Cao s'éloignèrent des autres champs de bataille. Cependant, contrairement aux autres, ils ne parlèrent pas avant le début de la bataille. Dès que Cao Cao trouva un endroit qui lui convenait, il se retourna et planta sa lance au cœur de James qui approchait. Toujours sur le qui-vive lorsqu'un ennemi se trouvait à proximité, James parvint facilement à dévier l'attaque de Cao Cao d'un Yedo. Il abattit ensuite Oshiru Sakura et asséna une attaque ascendante, que Cao Cao évita en reculant. Après avoir reculé, Cao Cao porta un autre coup. James fit volte-face et évita facilement l'élan. Puis, il se baissa tandis que Cao Cao transformait son élan en un balayage. James remarqua que les attaques précédentes de Cao Cao étaient presque dénuées de puissance. Il en comprit rapidement la raison. L'équipement sacré de Cao Cao est le vrai Longinu, le plus puissant des 13 Longinus et la lance qui tua le Christ. C'est l'arme parfaite contre les créatures obscures. Même une petite égratignure pouvait infliger de lourds dégâts à James. Pas mal comme stratégie, mec, dit James d'un ton neutre. Mais que faire si ton adversaire est plus rapide que toi dans tous les domaines? Alors que James finissait de parler, il esquiva un autre coup. Puis, d'une prise inversée, il dégaina Mangetsu no Shita et dévia le vrai Longinu en plein vol. Puis, d'une série de coups d'épée à deux mains, il frappa Cao Cao, stupéfait. Cao Cao était complètement désemparé par les actions de James. Il n'avait même pas été touché par les coups d'épée. Cependant, en se retournant, il ressentit une vive douleur dans plusieurs parties de son corps. Puis, du sang commença à couler de ses petites blessures. Le front, entre les yeux, la trachée, l'artère carotide, le cœur, les poumons, les deux reins et les deux poignets, dit James en se retournant. Ce sont tous les endroits que j'ai grattés avec mes épées en passant près de toi. Sais-tu ce que cela signifie, Cao Cao? Cao Cao ne répondit pas. Au lieu de cela, il fixa James comme s'il voyait un fantôme. Tandis que James énumérait chacun des endroits où il aurait pu le couper ou le poignarder, Cao Cao sentit la brûlure d'une coupure percer la peau. Ça veut dire que j'aurais pu te tuer 9 fois en 2 pas, dit James en regardant Cao Cao droit dans les yeux. Sais-tu quelle erreur tu as commise en attaquant ma femme? Un coup contre ta femme, demanda Cao Cao, toujours incrédule devant la facilité avec laquelle James avait pu le tuer il y a un instant. Yasaka, chef du Yuke de Kyoto, est ma femme, dit James froidement. Même si c'est le cas, c'est nécessaire pour atteindre nos objectifs, dit Cao Cao, retrouvant son sourire confiant. Et pour atteindre nos objectifs, n'importe qui peut être sacrifié. Mauvaise réponse, dit James derrière Cao Cao. Cao Cao était sous le choc, il n'avait même pas vu James bouger. Il entendit alors sa voix derrière lui. Avant qu'il puisse se retourner, sa poitrine se gonfla de sang et une large coupure en forme de X apparut sur son torse. Heureusement pour Cao Cao, James voulait le voir souffrir. Alors, au lieu de le tuer immédiatement, James infligea une blessure suffisamment profonde pour éviter qu'elle ne soit fatale sur le coup. Et comme Cao Cao était au sommet de sa force, son corps serait suffisamment résistant pour le maintenir en vie un certain temps. Oh, s'écria Cao Cao, affligé. Puis il plaça la lame de lumière du vrai Longinu sur les blessures, utilisant la chaleur qu'elle dégageait pour les refermer. Tu as plus de courage que je ne le pensais, dit James froidement. Je peux respecter ça. Mais ça ne te sauvera pas la vie. Bâtard, dit Cao Cao en serrant les dents de douleur. Si tu penses que c'est tout ce qu'il faut pour me tuer, tu te trompes lourdement. Oh, si tu penses que je veux que tu meurs, tu te trompes lourdement, dit James avec un sourire gêné. Je veux juste te faire souffrir pour avoir tenté de faire du mal à ma femme. Ni plus ni moins. En entendant cela, Cao Cao fut choqué. Pourquoi as-tu l'air si surpris, demanda James avec un sourire sinistre. Les démons sont mauvais. Le mal incarné, n'est-ce pas? Cao Cao sentait que le garçon devant lui était plus que perturbé. Malheureusement, il était loin d'être à la hauteur. Tout ce que James disait et faisait depuis le début de la bataille était calculé. Sachant qu'il ne pouvait tuer Cao Cao, car l'arrêté leur fournirait une mine d'informations, James voulait affaiblir ses défenses mentales autant que possible avant de le livrer aux interrogateurs. Bon, je crois que ça suffit, dit James avec un sourire sadique. Lève ta lance. Amuse-toi bien à éviter mes 1000 coups au corps. Cao Cao n'était pas certain de la véracité de la colère et de la folie qu'il lisait dans l'expression de James. Cependant, il obéit et leva sa lance. Puis, il prit position et se lança sur James. Après tout, il lui suffisait de l'égratigner avec sa lance pour renverser la situation. Malheureusement pour Cao Cao, il était surpassé sur tous les plans, vitesse, force et réactivité. Toutes les caractéristiques physiques imaginables. Et pour cette raison, James échappait de justesse aux diverses attaques de Cao Cao. Il ne lui infligeait ensuite que des égratignures superficielles. Malgré cela, après 10 minutes de ce jeu du chat et de la souris, Cao Cao était couvert de sang, la majeure partie de sa peau étant couverte de coupures si fines qu'elle ne laissait même pas de cicatrices une fois guérie. Tu ferais mieux de me tuer, James à la vrue, dit Cao Cao en serrant les dents. Sinon, tu le regretteras. Si tu veux, dit James avec indifférence. Puis il s'avança, les deux épées au fourreau,
la main droite tenant la poignée d'Oshiru Sakura. Lorsqu'il fut suffisamment prêt, il dégaina son épée et porta le coup à la gorge de Cao Cao. Cao Cao fut complètement paniqué par la tournure des événements. Il était certain que James avait l'intention de le maintenir en vie pour pouvoir l'interroger. Cependant, il savait qu'il était piégé dans la dimension de Georg. Malheureusement, il ne pouvait rien faire s'il mourait. Clang! Swish! Oh! S'écria Cao Cao en se couvrant le visage avec ses mains. C'est la deuxième fois, mon vieux, dit James d'un ton dégoûté. La dernière fois, c'était parce que tu protégeais simplement ton petit-fils, ce que je respecte. Alors j'ai laissé passer. Mais maintenant, tu protèges un membre de la brigade du chaos. Je suppose que toi ou le panthéon hindou êtes alliés à moi. Maintenant que j'y pense, c'est la deuxième fois que tu me sauves un membre de la brigade du chaos. Ça sent de plus en plus mauvais. Le vieil homme, Sun Wukong, qui venait de parer le coup d'épée de James, leva les yeux au ciel derrière ses lunettes de soleil. Puis il regarda Cao Cao, qui couvrait son œil droit, impitoyablement détruit par l'épée de James. Malheureusement, je ne peux pas vous permettre de le tuer, dit Sun Wukong avec amertume. Il faut qu'il y ait une bonne raison, mon vieux, dit James en fronçant les sourcils. Sinon, je vais devoir retourner mon épée contre lui. Parce que, au cas où tu ne le saurais pas, il a essayé de kidnapper ma femme. Et ce n'est pas quelque chose qu'on pardonne facilement. Soupir. C'est parce qu'il est le préféré d'Indra, soupira Sun Wukong. Et si son jouet préféré se casse, il va piquer une crise, hein, demanda James en fronçant les sourcils. Beaucoup. Oui, répondit Sun Wukong. Qu'est-ce qui se passe avec les dieux du ciel, demanda James d'un ton exaspéré. Ce sont tous des enfants? Je veux dire, veut-il transformer les gens en animaux et tout ça quand il n'est pas content. Et maintenant, je dois me passer d'un idiot avec un complexe du héros. C'est vrai? Comme un terroriste qui a un complexe du héros? À bien y penser, pourquoi fais-tu partie de la brigade du chaos? Ce n'est pas tes affaires, cracha Cao Cao, les dents serrées. Mais je veux prouver que les humains sont la véritable espèce dirigeante. Et avec cette lance, il est clair que j'ai été choisi pour diriger les humains du nouveau monde. Putain, jura James. C'est encore pire qu'un complexe du héros. C'est un putain de complexe du Messie. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, mon vieux, laisse-moi le tuer. Je rendrai service au monde entier. Sun Wukong et Cao Cao fixaient James d'un air absent. Les Messies en puissance n'étaient pas une nouveauté dans ce monde. Pourquoi avaient-ils si peur? Je suis sûr que tout ira bien, James, dit Sun Wukong. Je ne suis pas assez fort pour changer quoi que ce soit. Ouais, et personne n'aurait cru que la scientologie durerait aussi longtemps, n'est-ce pas, s'exclama James, affolé. Si on laisse les choses s'envenimer suffisamment, et vu la personnalité de ce type, le retour de la scientologie est assurément en route. Et il ne va pas disparaître. Sun Wukong et Cao Cao lancèrent un regard noir à James après sa petite crise. Puis, Cao Cao commença à bouillonner de rage. Tu compares sérieusement mon objectif de faire des humains l'espèce dominante à la scientologie, s'écria Cao Cao, hystérique. Quel genre d'idiot es-tu? Bon sang. À la fin de sa réponse déchaînée, Cao Cao grimaça de douleur tandis que la blessure sur son visage était rouverte par ses cris. Puis, lorsque la douleur s'apaisa un peu, il lança un regard furieux à James, avant de se figer sur place en voyant James lui sourire. Ah, il n'y a rien de plus beau que de voir son ennemi perdre la tête, dit James avec un sourire suffisant. C'est une immense satisfaction. Une fois de plus, Sun Wukong et Cao Cao ne purent que fixer James avec stupeur. Au bout de quelques instants, ce fut Sun Wukong qui réagit. Tel un enfant, il rit joyeusement pendant les 30 secondes qui suivirent. Oh, loué soit le Bouddha, dit Sun Wukong après avoir maîtrisé son rire. C'était très drôle. Je t'apprécie de plus en plus à chaque fois que je te vois, mon garçon. Tandis que Sun Wukong riait, Cao Cao resta sans voix. James, lui, le regarda simplement en souriant. Assez pour me permettre de tuer cet idiot, demanda James avec un sourire amical en désignant Cao Cao. Je te promets que j'ai plein de blagues et d'histoires qui te feront rire comme ça pour toujours. J'ai beau vouloir entendre ces histoires et ces blagues, je ne peux pas, répondit Sun Wukong en souriant. Je ne veux pas subir la colère de ce gamin, tu sais. James haussa simplement les épaules en réponse. Oh, eh bien, je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'essayer, n'est-ce pas, demanda James d'un ton rhétorique. Un instant plus tard, un nuage de brume violette apparut près de Cao Cao. Georg et Siegfried en sortirent. Georg, Siegfried, que faites-vous ici, demanda Cao Cao en voyant qui était à côté de lui. Où sont Jeanne et Hercule? Ils ont été vaincus, répondit Georg. Heureusement, ils voulaient les capturer vivants. Sinon, je n'aurais pas eu le temps de les sauver. Alors, quand j'ai compris que leurs adversaires se déplaçaient pour aider Siegfried et moi, j'ai décidé de battre en retraite. Cao Cao hocha la tête en guise de réponse. Puis il sourit. Bon, peu importe, dit Cao Cao. On aurait dû laisser suffisamment de temps aux autres. Ah, alors tu as envoyé quelqu'un dans la sous-dimension Yoke, hein, demanda James, s'immisçant dans la conversation. Eh bien, je suis désolé pour eux. Après tout, la personne que j'ai envoyée pour protéger Yasaka est bien plus cruelle que moi. Petit, tu ne l'as pas envoyé là-bas, n'est-ce pas, demanda Sun Wukong, une pointe de peur dans le regard.
Oui, bien sûr, répondit James avec un sourire. À votre retour au siège, vous aurez besoin d'un important effort de recrutement. Vous donnez l'impression qu'une seule personne pourrait arrêter les meilleurs de nos troupes, a déclaré Cao Cao avec une pointe de dédain dans son ton. Oh, elle pourrait, et facilement. Oui, répondit Sun Wukong. Si tu savais qui elle est, tu te ferais pipi dessus. Qui est-ce demanda Siegfried avec curiosité. Au lieu de répondre immédiatement, Sun Wukong tourna son attention vers James. Voyant cela, James hocha la tête en souriant. Sun Wukong prit une grande inspiration et prononça le nom et le titre de l'atout de James. L'ancienne reine de Shadowland, Skatash, dit solennellement Sun Wukong. En entendant ce nom et ce titre, Cao Cao, Georg et Siegfried pâlirent instantanément. Georg commença alors à activer Dimension perdue à toute vitesse. Juste avant de disparaître, Cao Cao jeta un coup d'œil à James de son œil restant. Je te paierai pour ça, dit Cao Cao avec un sourire confiant. Tu peux essayer, dit James avec un sourire encore plus confiant. Mais la prochaine fois, le vieux ne sera peut-être pas là pour te sauver la mise. Mais bon, je parie que tu ne viendras te battre que quand il sera là, pas vrai? Cao Cao ne put que serrer les dents face à cette moquerie flagrante. Puis, avant qu'il puisse parler à nouveau, lui et les deux autres furent engloutis par la brume violette et disparurent. Par la suite, la dimension créée pour imiter Kyoto commença à s'effondrer. Bon, je ferais mieux d'y aller, dit Sun Wukong. Oh, et tu savais que j'étais là depuis le début, n'est-ce pas, gamin? Bien sûr. James hocha la tête. Même si je voulais vraiment tuer ce type, je sais ce qui est important. J'ai besoin d'informations sur la brigade du chaos. Alors, tu t'es assuré que même si j'arrêtais ton attaque, je te mutilerais quand même, demanda Sun Wukong. Oui. Il devait payer pour ce qu'il a fait, dit James d'un ton froid. Tu es un garçon terrifiant, dit Sun Wukong en secouant la tête. Tu es sans aucun doute un disciple de Skatash. Merci pour le compliment, dit James avec un sourire fier. Bref, j'imagine que tu ne veux pas qu'Azazel et Sœur Attend te voient, n'est-ce pas? Alors tu devrais filer, vite. Oui, je pars d'ici, dit Sun Wukong en s'élevant haut dans le ciel. Puis un nuage doré passa et l'emporta. Alors que James regardait Sun Wukong disparaître à l'horizon, il pensa en lui-même. Attends un peu, Cao Cao, songea James. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te sauver la vie. Et quand tu seras seul, ta vie m'appartiendra. Chapitre 182, la résolution de Kuno. Monde humain, Japon, Kyoto. Après les combats contre la faction héroïque, tous les dégâts causés disparurent lorsque la dimension temporelle s'effondra. Peu après le départ de Sun Wukong, James retourna au restaurant où la plupart du groupe s'était rassemblé. En chemin, il croisa Mizor, Moka, Yuto et Shuna. Tout en marchant, ils évoquèrent les combats. Attends. Tu es en train de me dire que le Sworg s'est fait pousser un troisième bras et s'est mis à se battre avec 3 épées à la fois, demanda Mizor, les yeux écarquillés. Oui. Yuto hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Mais je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais pu gagner. Peut-être, peut-être pas, interrompit James. Qui sait si c'était sa limite? Et s'il pouvait étirer 1 ou 2 bras de plus? Yuto cessa de parler et commença à réfléchir à ce que James avait à dire. Puis, d'un air résolu, il croisa le regard de James et reprit la parole. Je vais donc devoir continuer à m'améliorer jusqu'à ce que le nombre de bras que j'ai n'ait plus d'importance. Voilà, mon ami, la bonne réponse, dit James en tapotant l'épaule de Yuto. Et je suis sûr que si tu demandais à Maître, elle serait plus que disposée à t'aider. À l'évocation de l'entraînement spécial avec Skatash, Yuto tressaillit un instant. Puis, son expression déterminée réapparut sur son visage. En voyant l'expression de Yuto, Mizor, Moka et Shuna ne purent s'empêcher de rire. De là, ils continuèrent à parler de leur combat contre la faction héroïque jusqu'à rejoindre le reste du groupe. À leur arrivée, ils virent tout le monde debout devant le restaurant japonais traditionnel. Tout le monde semblait plus ou moins indemne. Puis, Mizor courut vers Momo et l'attrapa. Momo-chan, s'écria Mizor en larmes. Ce grand costaud a ruiné mon uniforme, tu peux m'aider à le réparer? Avant de rencontrer tout le monde, Moka dit à Mizor de demander à Shuna ou à Momo de l'aider à réparer son uniforme. Elles pensèrent que Shuna serait la meilleure option, car elle avait un don pour la création de vêtements. Malheureusement, elle n'avait jamais appris la magie démoniaque. Tous ses vêtements sont cousus à la main ou à la machine. Mizor fut donc contrainte d'arpenter les rues de Kyoto avec son uniforme abîmé. D'accord, calme-toi, dit Momo avec un sourire ironique. Tu dois me laisser partir si tu veux que je répare ton uniforme. Immédiatement, Mizor lâcha Momo et se mit au garde à vous. Je suis prête, Momo-chan, dit Mizor d'un ton sérieux. Dis-moi juste ce que tu veux que je fasse. Tout le monde ne put que hocher la tête devant les pitreries de Mizor. Pendant ce temps, James s'approcha de Sœur Rafale et d'Azazel. Alors, as-tu réussi à tuer leur chef? Demanda solennellement Azazel. À en juger par ton expression, je pense que la réponse est non. C'est vrai. James haussa les épaules. Quelqu'un qui ne faisait pas partie de la faction héroïque ni même de la brigade du chaos est arrivé et a dit que ça causerait plus de problèmes que ça ne valait la peine de le tuer si je le faisais. Oh, et qui était-ce? Demanda Sœur Rafale. Le Bouddha victorieux et combattant,
Sun Wukong, répondit James. Il a dit que ce stupide Cao Cao était le jouet d'un drap, ou quelque chose comme ça. Eh bien, ça complique les choses, dit Azazel en fronçant les sourcils. Ce n'est vraiment pas la peine de s'en prendre à un drap pour ça. Putain d'un drap, dit James avec indifférence. Si Cao Cao se présente à nouveau devant moi sans sa nounou, je le tue, et c'est non négociable. Soupir. Je ne sais pas si tu es un concentré d'orgueil ou de colère, dit Azazel en se massant les tempes. Méchant Gekun, dit ce rafale, les mains sur les hanches. Si tu continues à jurer comme ça, je le dirai à Léo Chan. Soupir. Si tu fais ça, elle pourrait, Flash, faire un pas ici juste pour me frapper à la tête. Ah, s'esclaffa Azazel après avoir entendu la conversation entre ce rafale et James. Dire que le plus puissant empereur dragon rouge de l'histoire a peur de sa mère. Soupir. Si tu passais du temps avec elle, tu comprendrais, dit James en secouant la tête. Bref, je vais voir Yasaka. Je suis curieux de savoir dans quel état Skatash a laissé ses hommes de main de la faction héroïque. Moi aussi, en fait, dit Azazel avec un sourire forcé. Mais je ne pense pas être préparé au traumatisme mental que cette image va provoquer. Ce rafale hocha la tête. Ah oui, sera-t-on, dit James en se retournant. Je pense que tu devrais trouver un autre surnom pour mettre. Elle risque de te tuer si tu l'appelles encore comme ça. Ce rafale se contenta de sourire. Cependant, James vit des gouttes de sueur perler sur son front. Puis, il se retourna et se dirigea vers la sous-dimension Yoke. Après 5 minutes de marche à une vitesse insurpassable, James arriva devant le sanctuaire où se trouvait la porte de la sous-dimension. Puis, comme Yasaka le lui avait appris, l'énergie démoniaque de James illumina les 5 doigts de sa main droite. Il toucha alors du bout des doigts l'espace devant lui, et celui-ci se mit à onduler comme la surface d'un lac. À ce signal, James fit un pas en avant et disparut à travers la porte. Monde humain, Japon, Kyoto, sous-dimension Yuke. Un instant plus tard, James se retrouva dans l'atmosphère familière de la dimension inférieure. Il se dirigea alors vers la résidence Yasaka. Cependant, avant même d'avoir parcouru la moitié du chemin, un adorable missile avec des oreilles et une queue de renard fut lancé dans sa direction. Habilement, James attrapa Kunu et pivota pour couper l'élan. Il la plaça ensuite au sol devant lui et s'agenouilla à la hauteur de ses yeux. « Salut, Kunu, dit James en souriant. Il s'est passé quelque chose pendant mon absence ? Kunu hocha la tête avec enthousiasme. Les bandits sont revenus, et c'était terrifiant. Mais alors tante Skatash les a frappés. C'était génial. Elle était si rapide, si forte. Elle a balancé sa lance, et ça a fait un bruit de sifflement. Kunu, qui allait bientôt avoir 12 ans, était extrêmement excité par la façon dont Skatash combattait le membre de la faction héroïque. James fut surpris de la voir aussi enthousiaste. Ce n'était pas la première fois qu'il assistait à un combat entre des êtres surnaturels. Cependant, c'était la première fois que James la voyait aussi enthousiaste. Si je te le demandais gentiment, penses-tu que tante Skatash m'apprendrait à manier une lance comme elle ? Demanda Kunu, les yeux brillants. À cet instant, James comprit enfin ce qui se passait. Kunu avait pris Skatash comme idole après avoir constaté sa force et ses prouesses au combat. Pour une jeune femme issue du monde surnaturel, ce n'était pas un mauvais choix. Kunu, dit James d'un ton sérieux. Apprendre à se battre avec une lance ne se fait pas sur un coup de tête. La maîtrise d'une arme est un chemin difficile et exige beaucoup de dévouement. Est-ce pour cela ? À la surprise de James, l'expression de Kunu redevint tout aussi sérieuse. Puis elle baissa la tête, serra les poings et serra les dents. Ces bandits sont venus me kidnapper 2 fois, dit Kunu, les larmes aux yeux. Les 2 fois, ce n'était pas parce qu'ils avaient besoin de moi. C'était parce qu'ils voulaient forcer maman à faire ce qu'ils voulaient. À cet instant, James remarqua Yasaka et Skatash non loin d'eux. D'un regard, il leur fit signe de ne pas s'approcher pour le moment. Il vit aussi les larmes monter aux yeux de Yasaka après avoir vu et entendu ce que Kunu ressentait à ce moment-là. Un de ces hommes a dit hier que j'étais un fardeau, cracha Kunu en serrant les dents. Je suis une faiblesse que les ennemis de mère tenteront d'exploiter. Je n'aime pas ça. Les larmes commencèrent enfin à couler des yeux de Kunu. Puis, elle sentit des bras l'entourer et la serrer dans ses bras. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit James, un sourire radieux. Bien, dit James. Même si je n'aurais pas été déçu si tu avais cédé à la peur. Tu n'as que 12 ans. Tu n'imagines pas à quel point je suis fière d'entendre ta détermination. Vouloir la force pour quelqu'un d'autre, c'est la vraie voie pour devenir fort. James libéra alors Kunu de son étreinte. Il se redressa et croisa le regard de Yasaka. C'est vrai que te protéger est un fardeau pour Yasaka, dit James d'un ton tranchant. Mais te protéger lui donne la force de continuer. Parce qu'elle est une mère. Et c'est ce que font les mères. Alors que James prononçait cette dernière phrase, l'image de Léona lui apparut à l'esprit et il sourit inconsciemment. Puis, il baissa la tête et croisa le regard de Kunu. Et en tant qu'enfant, c'est notre responsabilité de grandir, de devenir plus fort et d'apaiser les inquiétudes de nos parents à notre égard, dit James en souriant. Mais n'oublie pas, Kunu. Quoi que tu fasses, quelle que soit ta force, s'inquiéter pour ses enfants fait partie du rôle d'un parent. Mais tant que tu grandiras et que tu deviendras plus fort, tu pourras continuer à apaiser leurs inquiétudes. Tu pourras même les soutenir à l'avenir.
Tandis que James parlait, la lueur dans les yeux de Kunu s'intensifia. Au même moment, les larmes jaillirent de ceux de Yasaka. Pendant ce temps, Skatash observait son disciple avec fierté. Les changements que James avait opérés depuis qu'il avait compris pourquoi il était devenu plus fort l'impressionnaient. Bon, assez de bavardage, dit James avec un sourire. Voyons si maître est prêt à t'apprendre à manier la lance. Kunu hocha résolument la tête. Puis elle se retourna pour retourner au manoir. Ce faisant, elle vit Yasaka, le visage ruisselant de larmes, et Skatash, qui lui souriait, ainsi qu'à James, non loin d'eux. Maman, tante Skatash, depuis combien de temps êtes-vous ici demanda Kunu. Avant de répondre, Yasaka essuya ses larmes avec la manche de son kimono. Puis elle ouvrit la bouche pour parler. Ces bandits sont venus me kidnapper 2 fois. Les 2 fois, ce n'était pas parce qu'ils avaient besoin de moi. C'était parce qu'ils voulaient forcer ma mère à faire ce qu'ils voulaient, dit Yasaka en imitant le ton de Kunu. En entendant cela, Kunu rougit aussitôt. Son regard se porta partout sauf sur sa mère, embarrassée, ne sachant que dire ni faire. Au même moment, tandis que Kunu était troublée, Yasaka et Skatash s'approchèrent d'elle. Arrivé suffisamment près, Yasaka la serra dans ses bras. Merci, mon petit renard, dit Yasaka d'un ton doux et affectueux. Merci de me donner la force de continuer. Kunu serra sa mère dans ses bras et se mit à pleurer. Puis, à travers ses larmes, elle parla à son tour. Merci de me protéger, maman, dit Kunu, les larmes aux yeux. Je vais devenir plus forte pour t'aider à protéger les habitants de Kyoto, et tu pourras ainsi te soucier un peu moins de moi. Alors que le duo mère-fille s'étreignait et parlait avec son cœur, Skatash s'approcha de James. Alors, comment s'est passée la bataille demanda James. Pour des humains, ils étaient plutôt forts, dit Skatash. Puis, après une courte pause, elle reprit. Mais ils étaient si mal entraînés que c'était pénible à regarder. Ils ne comptaient que sur leur Sacred Gears. Ni arts martiaux, ni tactique, rien. Eh bien, je ne serais pas surpris qu'ils atteignent leur niveau actuel sans prendre le temps de construire des fondations, dit James en haussant les épaules. Après avoir combattu leur chef, je n'ai pas de grandes attentes quant à leur programme d'entraînement. Ils pensaient pouvoir anéantir toutes les forces surnaturelles simplement grâce au vrai Longinu. As-tu pu lui ôter la vie demanda Skatash. Non, ce vieux singe s'est mis en travers de notre chemin, dit James avec un autre haussement d'épaule. Sun Wukong demanda Skatash en plissant les yeux. Pourquoi le grand sage égal au ciel interviendrait-il? Apparemment, cet idiot est le jouet préféré d'Indra, répondit James. Et il n'aime pas qu'on lui casse ses jouets. Alors je ne l'ai pas tué, car j'étais d'accord avec le vieil homme, Indra ne méritait pas qu'on pique une crise maintenant. Skatash hocha la tête. Mais ce que j'ai dit au vieil homme était un mensonge, dit James en souriant. En vérité, je ne voulais pas perdre mon temps à essayer de le tuer avec ce vieux singe là-bas. Il aurait pu s'enfuir pendant qu'on se battait. Mais la prochaine fois qu'il réapparaîtra devant moi sans garde du corps, il sera mort. Sans poser de questions. Tu n'as rien à craindre, mon disciple, dit Skatash, un sourire ardent au visage. Je veillerai à ce que Sun Wukong ne puisse intervenir, même s'il accompagne à nouveau son ennemi. Bref, il est temps de rentrer, dit James. Il faut qu'on se prépare pour la réunion officielle de ce soir. Yasaka aussi. Après que Skatash ait hoché la tête, elle et James ont dit au revoir à Yasaka puis sont retournés à l'hôtel pour se préparer aux négociations plus tard dans la nuit. Chapitre 183, peu importe les dangers. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. 3 jours se sont écoulés depuis la bataille contre la faction héroïque. Durant ces 3 jours, Sorafal, Azazel et Yasaka ont réussi à régler tous les détails de l'alliance. Malheureusement, Yasaka n'a pas vu le temps de sortir avec James. Mais la promesse d'une alliance a compensé. Aujourd'hui, Sorafal est retourné aux enfers pour discuter de ce qui s'est passé à Kyoto avec les 3 autres grands satans. Alors, Indra soutient un membre de la brigade du chaos, demanda Ajuka. C'est ce que Gekun a dit. Sorafal hocha la tête. Et je sais qu'il ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi important. Nous ne doutons pas de la véracité de tes propos, Sora, dit Sirzek en souriant. Mais comment a-t-elle appris cela? Il a dit que Sun Wukong le lui avait dit, dit Sorafal. Alors, il n'y a aucun doute, dit Ajuka. Le Bouddha victorieux est connu comme l'agent d'Indra. Donc si nous le trouvons, cela signifie-t-il que nous pouvons simplement l'emprisonner, a demandé Falbio. C'est là que réside le problème, dit Sorafal avec un léger froncement de sourcils. Quel problème, demanda Falbio. Gekun a dit qu'il tuerait Cao Cao la prochaine fois qu'il le verrait, dit Sorafal. Et soupir. Je suppose qu'elle est un peu trop jeune pour le poste de classe suprême, après tout. Interrompant Sorafal, Sirzek dit comme si ses attentes n'avaient pas été comblées. Je pense que tu devrais laisser Sorafal finir avant de tirer des conclusions hâtives, Sirzek, dit Ajuka en secouant la tête. Est-ce qu'il essaie vraiment de se faire retirer son titre après tout ça, pensa Ajuka, incrédule. Surtout après tout ce qu'il a fait pour les enfers et qui a contribué à former ces alliances. Sérieusement, Sirzek-chan, c'était très impoli, dit Sorafal en faisant la moue. Je suis désolé, Sora, dit Sirzek en souriant. C'est juste que le panthéon hindou n'est pas un ennemi que nous pouvons affronter pour le moment, alors j'ai réagi un peu de manière excessive. En réponse, Sorafal regarda simplement Sirzek avec un sourire.
Je crois que même ce Rafale commence à percevoir les pensées profondes de Sirzek, pensa Ajuka en observant l'échange entre Sirzek et ce Rafale. Bref, comme je le disais, dit ce Rafale en s'adressant une fois de plus aux 3 hommes présents. Gekun veut tuer Kao Kao parce qu'il a tenté de kidnapper Kunu, la fille de Yasaka, pour forcer Yasaka à faire quelque chose. James a donc l'intention de déclencher une guerre contre le panthéon hindou à ce sujet, a déclaré Sirzek, l'air déçu. Il devrait vraiment revoir ses priorités. Ne sois pas hypocrite, Sirzek, dit Falbio. Nous comprenons tous que tu te sentes mal à l'aise avec James qui grandit si vite. Ton orgueil ne le supporte pas, nous le comprenons tous. Mais ne fais pas comme si tu serais différent si Ria était en danger. Le silence retomba dans la salle après les paroles de Falbium. Sirzek ne s'attendait pas à ce que quelqu'un critique son hypocrisie. De plus, il ne pouvait ni approuver ni nier les propos de Falbium. Acquiescer révélerait son côté mesquin, ce que sa fierté lui interdisait. Il ne pouvait cependant pas affirmer qu'il laisserait les choses telles qu'elles étaient si Ria était en danger. Au fait, que voulait la faction héroïque à Yasaka, demanda Ajuka pour rompre l'atmosphère gênante. D'après l'homme capturé par Gekun après la première tentative d'enlèvement, dit ce Rafale en fouillant dans des papiers. Il voulait sacrifier Yasaka pour invoquer Grand Rouge dans le monde des humains. Est-ce possible, demanda Falbio. Hypothétiquement parlant, s'ils utilisaient les lignes telluriques de Kyoto, ce ne serait pas hors du domaine du possible, répondit Ajuka. Eh bien, grâce à Gekun, les 2 tentatives d'enlèvement ont été stoppées, a déclaré ce Rafale. Ils ont essayé 2 fois, a demandé Sirzek. Oui, la 2e fois, c'était quand James et Kao Kao se battaient, dit ce Rafale avec un sourire et un hochement de tête. Ils ont envoyé un grand nombre de leurs élites dans la sous-dimension Yoke, tandis que tous les autres étaient piégés dans la dimension temporelle créée par Georg Faust, le maître de la dimension perdue. Je crois que Skatash a défendu Yasaka et Kunu, n'est-ce pas, demanda Sirzek. C'est vrai, répondit ce Rafale. Apparemment, elle a aussi inspiré la fille de Yasaka à apprendre à manier la lance. Très bien, passons à autre chose, dit Ajuka. D'après votre rapport et le traité d'alliance signé, tout s'est bien passé à la table des négociations. Excellent travail, ce Rafale. Bien sûr, s'exclama ce Rafale en se caressant fièrement la poitrine. Leviathan est capable de tout. Les 3 autres grands satans ne purent qu'esquisser un sourire ironique. Puis ils continuèrent à parler de l'alliance et de ce qu'elle signifiait pour les enfers. Monde humain, Japon, Kuo. Au même moment, les 4 grands satans se réunissaient pour discuter de l'incident de Kyoto. James et les autres élèves de l'académie Kuo étaient rentrés de voyage scolaire. Tous les élèves surnaturels et Roswes se rassemblèrent au manoir à la rue après leur arrivée à Kuo. On dirait que tu as fait 2 sorties scolaires, James. Ria fit la moue. Pendant ton absence, on était coincés dans ces cours ennuyeux dont on n'a même plus besoin. Eh bien, c'était ton idée de faire comme si nous étions des lycéens pendant que nous étions dans le monde des humains, Ria, dit Sona nonchalamment, assise sur les genoux de James. Bien que Ria voulait retourner à Kyoto, la véritable raison de sa moue était le fait que Sona, et seulement Sona, était assise sur les genoux de James. Au fait, comment était Kunu, demanda Léona. Ce petit bout me manque vraiment. Elle va bien, répondit James avec un sourire. Un instant plus tard, cependant, son expression s'assombrit. Cependant, elle a été la cible de 2 tentatives d'enlèvement. En entendant cela, tous les démons familiers de Kunu explosèrent d'énergie démoniaque et d'intentions meurtrières. Les plus jeunes membres de chaque péri peinaient à respirer et ne savaient pas ce qu'ils étaient censés faire ensuite. Voyant cela, James et Skatash soupirèrent à l'unisson. Puis, ils allumèrent chacun leur aura, forçant tout le monde à se calmer. Me laisser finir ne te tuerait pas, n'est-ce pas, dit James après avoir rétracté son aura. Comment veux-tu qu'on réagisse après avoir appris que Kunu-chan a été kidnappé, demanda Reya d'un air sérieux. Puis, tous les élèves de 3e année partis en vacances d'été en première année hochèrent la tête avec la même expression. Eh bien, tu devrais être content que je sois arrivé à Kyoto, dit James en souriant. Parce que je suis arrivé juste à temps pour empêcher la première tentative. Et le maître était là pour empêcher la seconde. Alors, qui a fait ça, demanda Flora. Parce que si jamais je les rencontre, ce ne sera pas agréable pour eux. Oh, le chef est déjà condamné à mort, dit James avec un sourire sanguinaire. C'était un groupe d'humains de la brigade du chaos qui se faisait appeler la faction héroïque. En fait, si ce vieux singe ne m'avait pas arrêté, je n'aurais jamais quitté Kyoto. Vieux singe, demanda le groupe, à l'exception de Ria et Koneko, avec curiosité. Il parle de Sun Wukong. Ria répondit aux questions curieuses du reste du groupe. Mais pourquoi continue-t-il à sauver des membres de la brigade du chaos? Que veux-tu dire, demanda Sona d'un air sérieux. Le Bouddha combattant victorieux est-il membre de la brigade du chaos? Ria commença alors à leur raconter tout sur elle-même, la rencontre de James et Koneko avec Biku et la sœur aînée de Koneko, Kuroka. Elle expliqua ensuite comment Sun Wukong les avait empêchés de capturer les 2. Oui, mais c'était ton petit-fils, ou ton descendant, ou quelque chose comme ça, dit James. C'est une bonne raison de se risquer pour quelqu'un, non? James, pourquoi es-tu de son côté, demanda Sona avec curiosité. Parce que cette fois, il se trouve dans une situation très difficile, a déclaré James. À défaut d'un meilleur terme, il est pris entre le marteau et l'enclume. Explique, dit Sona.
Pour l'instant, Sun Wukong est l'un des agents de l'Empereur Céleste Indra, dit James. Puis, après une brève pause, il poursuivit. Et Cao Cao, le chef de la faction héroïque, est le mortel favori d'Indra. Ou quelque chose comme ça. Pendant un instant, chacun prit le temps de digérer ce que James avait dit. Puis, voyant la compréhension sur la plupart des visages, il poursuivit. Ne vous méprenez pas, je m'en fiche si Indra fait une crise de colère parce que son petit ami préféré est mort, dit James avec désinvolture. PFFF. Il s'est fait de son mieux pour contenir son rire. Léona, Akeno, Flora, Xion, Maria et Tomo ont également dû faire de leur mieux pour ne pas rire aux éclats. Je vais quand même le tuer, continua James, imperturbable face aux rires étouffés. Je savais que le tuer serait impossible avec Sun Wukong à ses côtés. Alors j'ai décidé de lui arracher un œil. Tout le monde s'accordait à dire qu'il serait quasiment impossible de tuer quelqu'un sous la surveillance de Sun Wukong. Ils approuvèrent donc la décision de James. Il reviendra certainement pour se venger, a déclaré Ria d'un ton solennel. Alors je suppose qu'il va falloir intensifier votre entraînement, dit James avec un sourire moqueur. On ne peut pas laisser l'un d'entre vous se faire prendre alors que vous êtes séparés de nous, n'est-ce pas? À ces mots, tout le monde pâlit instantanément. Sauf Léona, bien sûr. Elles regardèrent James, espérant qu'il plaisantait. Lorsqu'elles aperçurent son sourire le plus éclatant, la plupart des filles restèrent un instant stupéfaites. Puis, sorties de leur torpeur, elles tournèrent la tête vers Skatash, comme le reste de la salle. Alors, ils ont complètement perdu espoir lorsqu'ils ont vu un sourire si doux sur le visage de Skatash. Ne vous inquiétez pas, les jeunes, dit Skatash avec un léger sourire. Je veillerai à ce que vous puissiez vous protéger, quels que soient les dangers auxquels vous pourriez être confrontés. Les jeunes démons pâlirent encore davantage après avoir entendu Skatash utiliser ce ton doux et bienveillant. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils affronteraient une souffrance immense à la reprise de l'entraînement. Voyant leur visage, James esquissa un large sourire. Il savait qu'il les poussait aux profondeurs de l'enfer. Mais ce n'était pas pour cela qu'il souriait si radieusement. C'était plutôt parce qu'il savait qu'il pourrait affronter toutes les épreuves une fois que Skatash en aurait fini avec eux. Cependant, un instant plus tard, son expression changea. Avant de commencer l'entraînement, dit James d'un ton solennel. Mizor, Moka, je dois dire que vous me décevez beaucoup. Mizor et Moka détournèrent leur attention de Skatash vers James, la confusion écrite sur leur visage. Surtout toi, Mizor, dit James sans changer d'expression. Mizor pâlit encore davantage. Elle n'avait jamais vu James avec cette expression. Du moins, pas dirigé vers elle. Elle ignorait pourquoi il la regardait ainsi, mais elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi? Que ai-je fait de mal? Demanda Mizor. Moka était également perplexe. Cependant, elle savait que James ne parlerait pas comme ça sans raison. Alors, elle attendit de savoir ce qu'il avait à dire. Soupir, Mizor, tu nous as parlé de ton combat contre Hercule, dit James, commençant à expliquer sa déception. Tu es entré dans le combat en sous-estimant clairement ton adversaire. Ton arrogance a eu raison de toi, non pas une fois, mais deux. Peut-être même plus. Le visage de Mizor pâlit. Elle savait que James disait vrai. Mais elle avait du mal à prendre au sérieux quelqu'un d'un rang inférieur au sien. Heureusement, tu étais assez fort pour que ça n'ait pas d'importance, dit James d'un ton sévère. Mais s'il avait un atout? Et s'il avait les moyens de te tuer sans que tu le saches? James marqua une pause, laissant à Mizor le temps de se défendre. Cependant, au lieu de se défendre, Mizor baissa simplement la tête. Elle savait que James avait raison. Elle comprenait aussi qu'elle se mettait en danger, et peut-être même ses coéquipières, par excès de confiance. On dirait que vous comprenez, dit James, toujours avec une expression solennelle. Puis il élargit son champ de vision à Moka avant de poursuivre. De plus, j'ai donné l'ordre de tuer. Ni l'un ni l'autre n'aurait été nécessaire à la capture. En fait, aucun membre de la faction héroïque n'a pu nous donner les informations que nous voulions sur la brigade du chaos. Pourquoi? Parce qu'ils étaient clairement en désaccord avec les autres. Les autres sont des êtres surnaturels. Moka a rejoint Mizor en baissant la tête après avoir entendu l'explication de James. En tant que membre de ma noblesse, vous avez désobéi à mes ordres directs en pleine bataille, et cela ne peut être toléré une seconde fois. Comprenez-vous? Oui, dirent Mizor et Moka, la tête toujours baissée. Bien. J'espère que c'est la dernière fois, dit James. Quant à votre punition, pendant les 2 premières semaines d'entraînement du maître, l'intensité de votre entraînement sera à sa discrétion. Avec une semaine supplémentaire pour Mizor. Ça vous convient, maître? Je ne vois aucun problème. Skatash hocha la tête. La désobéissance doit être punie. James hocha également la tête. Puis il se leva, remit Sona à sa place, et son expression devint beaucoup plus douce. Après cela, il s'approcha des 2 filles et les serra dans ses bras. Je sais que cela peut paraître difficile pour vous deux, mais c'est nécessaire, expliqua Tiago. Nous devons être capables de travailler ensemble, et j'ai besoin que vous donniez tous les 2 le meilleur de vous-même à chaque combat. Cela implique de suivre les ordres et de ne pas sous-estimer vos adversaires. Après avoir entendu cela, Mizor et Moka laissèrent finalement leurs larmes couler alors qu'ils agrippaient fermement les vêtements de James et pleuraient dans son étreinte. Bon, on arrête là, les gars, dit James en souriant.
On se mettra au travail demain. Chapitre 184, les sommets de l'arrogance et de la stupidité. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Le week-end suivant la sortie scolaire de l'Académie Kuo, James, Leona, Ria et Sona, ainsi que leurs camarades de classe, se trouvaient à Lilith. Plus précisément, dans l'arène du jeu de classement. Pendant que Leona, Ria, Sona et les nobles étaient dans les gradins, aux côtés de Cassiel, Theoticus, Venlana, Dante et Rhea, James et Scatash se trouvaient dans l'une des salles d'attente, attendant leur duel avec les membres du Conseil des Diables qui les avaient insultés lors du rassemblement des jeunes diables. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour l'installer, demanda James d'un ton ennuyé. Les membres du Conseil cherchaient probablement un moyen de nous vaincre, dit Scatash. Mais ne t'inquiète pas, mon disciple. Face au pouvoir absolu, tes plans ne valent rien. Oh, maître, vous avez mal compris, répondit James avec un sourire. J'ai l'intention de les achever le plus efficacement possible. Je n'ai aucune envie de torturer des gens bien plus faibles que moi. À part Cao, bien sûr. Scatash était d'accord avec James. Intimider le faible n'est pas la conduite d'un guerrier. À son avis, le faible ne devrait jamais provoquer le fort, à moins qu'il ne soit prêt à y laisser sa vie. Mais sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont prévu, demanda James. Je veux dire, ça fait presque 2 mois qu'on a lancé les défis. Nous devrons attendre et voir, répondit Scatash. Pendant ce temps, dans les tribunes, le groupe de supporters de James et Scatash attendait également le début de l'événement. Je pensais que les membres du conseil tenteraient de retarder encore plus les choses, dit Seu Chulin. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont probablement inventé une méthode infaillible pour vaincre James et Maître Scatash, répondit Ria. Même si je n'imaginais pas ce que ça donnerait. Moi non plus. Sona l'a suivi. Mais ils doivent être plutôt sûrs d'avoir enfin programmé cet événement. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils ont invité tous les démons à les regarder, dit Venlana en se joignant à la conversation. Il est clair que, quelle que soit la méthode qu'ils ont prévue, ils cherchent à humilier James devant toute la population. En entendant cela, toutes les filles intéressées par James, ainsi que les autres membres de sa noblesse et les 5 autres adultes, grincèrent des dents. Ils ne s'inquiétaient pas pour la sécurité de James, ils ne pensaient même pas que James et Scatash perdraient le combat. Cependant, que ces fossiles de haute naissance veuillent humilier à une telle échelle l'un de leurs proches était insupportable. Nous devrions vraiment tous les tuer, dit Leona, la haine dégoulinant de sa voix. Calme-toi, chérie, dit Cassiel, contenant sa colère. Il faut faire confiance à notre fils. Oh, il ne s'agit pas de faire confiance à James pour l'instant, Cass, dit Leona, gardant ses émotions négatives pour elle. C'est juste qu'ils s'en prennent publiquement au fils de cette dame. J'aurais pu laisser passer ça quand ils essayaient de le réprimer. Pourquoi? Parce qu'il ne portait pas atteinte à sa réputation. Mais c'est plus que je ne peux me le permettre. Tous les membres du groupe furent choqués par l'intensité de l'intention meurtrière de Leona. Ils avaient tous l'impression que la température avait baissé de quelques degrés dans la région. Pourtant, tous étaient entièrement d'accord avec les propos de Leona. À ce moment précis, la voix d'un présentateur se fit entendre. Lorsque le groupe regarda vers l'arène, un homme tenant un micro se tenait au centre. « Mesdames et messieurs », a crié le présentateur dans le micro. « Voulez-vous vous joindre à moi pour accueillir les 4 grands Satans des enfers ?» Au cri du commentateur, la foule éclata en un déchaînement de cris, de sifflets et d'applaudissements. Puis, sur un balcon surplombant toute l'arène, Sirzek, Ajuka, Sorafal, Falbium et Greffia, qui les suivaient comme des servantes, apparurent dans le champ de vision des spectateurs. Dès qu'ils atteignirent le bord du balcon, Sirzek leva les mains et les baissa doucement en signe de silence. « Je suis sûr que tout le monde sait ce qui va se passer aujourd'hui dans l'arène, » dit Sirzek, s'adressant à la foule, la voix amplifiée par son immense pouvoir démoniaque. Aujourd'hui, James Alavru et sa reine, Scatash, défieront en duel plusieurs membres du Conseil du Diable. Lors de la réunion des jeunes démons, ces membres du Conseil ont tenu des propos très méchants envers Jekun et Skatichan, dit Sorafal d'un ton enjoué. Et selon nos anciennes traditions diaboliques, les offensés provoquaient les offensants en duel. Une fois de plus, la foule cria et acclama de toutes ses forces. Peu importait ce que faisaient habituellement les diables de haut niveau, car ils étaient généralement indifférents à leurs actions. Mais comme cela se déroulait en public, ils étaient impatients de voir combattre certains des diables les plus puissants des enfers. Selon les traditions anciennes, les combattants ont le droit de choisir la méthode de combat, a déclaré Sirzek une fois la foule calmée. Que le combat se fasse avec des armes, à main nue, etc. En attendant, les challengers ont le droit de décider si la bataille sera à mort ou non, a déclaré calmement Ajuka. L'idée d'un éventuel match à mort a encore plus enragé les spectateurs. Penses-tu que James optera pour un jeu à mort, demanda Ria. Probablement pas, dit Leona. Nous avons découvert des informations intéressantes ces derniers jours. Je pense que James préférerait les détruire socialement plutôt que de leur laisser la solution de facilité, c'est-à-dire la mort. En entendant le ton sinistre sur lequel Leona termina sa phrase, tous les jeunes démons, Cassiel, Theoticus et Dante, ne purent s'empêcher de frissonner. Au même moment, Leona, Venlana et Rhea arboraient l'un des sourires les plus sadiques qu'ils aient jamais vus. Ils décidèrent que c'était mieux pour leur santé mentale et tournèrent tous leur attention vers la reine. Après avoir parlé un peu plus des traditions des enfers, les 4 grands Satans et Greffia ont pris position en tant que spectateurs et témoins de ce duel.
Tout d'abord, remercions les 4 grands satans pour leur temps et leurs précieuses explications sur les événements d'aujourd'hui, a déclaré le présentateur au micro, ce à quoi la foule a répondu par une nouvelle salve d'applaudissements. Une fois le calme revenu, il a poursuivi, voici les membres du Conseil du Diable qui entrent par l'entrée nord. Sur ce, 17 hommes, soit près de la moitié des membres du Conseil du Diable, d'âge moyen ou âgé, entrèrent dans l'arène par le nord, un sourire suffisant aux lèvres. En observant la foule, il apparut clairement à tous que les 17 membres du Conseil du Diable étaient convaincus de pouvoir vaincre James et Scatash lors du combat du jour. Et depuis l'entrée sud, James Alavru, le membre le plus fort de la jeune génération, et sa reine, Scatash. À l'instar des membres du Conseil du Diable, James et Scatash entrèrent dans l'arène après que le présentateur les eut présentés. Ce faisant, leurs pas assurés attirèrent inconsciemment les regards des spectateurs. Inconsciemment, chacun éprouva une pointe d'admiration et de révérence envers les silhouettes marchant vers le centre de l'arène. Bon sang, dit Dante, le fils de Sparda, les sourcils levés. Pourquoi semble-t-il encore plus fort qu'hier? Ce n'est pas hier. Il semble chaque jour devenir plus fort que le précédent, a déclaré Sona. Depuis son retour de Kyoto. Quel est le rapport entre le voyage à Kyoto et tout ça, demanda Ria. Je connais la réponse à cette question, dit Léona en souriant. Apparemment, il a trouvé la raison de devenir plus fort. Tout le monde porta toute son attention sur Léona lorsqu'elle dit connaître la réponse à la question de Ria. Puis, pour éviter de les faire attendre trop longtemps et terminer son explication avant que les termes du duel ne soient décidés, Léona poursuivit. James a grandi rapidement quand il était jeune, car il rêvait de ressembler à Sona et Ria, explique Léona. Puis, sa croissance a considérablement ralenti après avoir atteint cet objectif. Tout le monde hocha la tête, comprenant ce que Léona voulait dire. Mais maintenant, après les tentatives d'enlèvement de Kunu, James a trouvé une autre raison de continuer à grandir, continua Léona. Il veut être assez fort pour que personne ne puisse. Non, ce n'est pas bien. Pour que personne n'envisage même d'attaquer les personnes qui lui sont chères. Naturellement, les filles qui fréquentaient déjà James furent ravies d'apprendre cela. Ensuite, celles qui s'intéressaient à lui virent leur intérêt croître de façon exponentielle. Et enfin, celles qui ne s'intéressaient pas à lui trouvèrent ce côté admirable de lui et commencèrent inconsciemment à comparer leurs amours à celles de James. Mais Tsubaki était complètement différente. Elle était tellement amoureuse de Seu Shulin que la seule pensée qui lui traversait l'esprit était « Ce Tanta est son frère disciple, alors bien sûr qu'il ressent la même chose », pensa Tsubaki en regardant Seu Shulin, tout sourire, qui approuvait totalement la raison pour laquelle James avait gagné en force. Maintenant, avec tous les participants présents, je demande à la partie contestée, les membres du Conseil du Diable, comment souhaitez-vous que cette bataille soit menée, demanda l'annonceur avec anticipation dans les yeux. Le reste de la foule, et même les 4 grands satans, s'attendaient eux aussi au combat auquel ils allaient assister. Et avoir l'air satisfait des conseillers, ils pensaient assister à un spectacle grandiose. Nous, du Conseil du Diable, déclarons que ce sera une bataille sans arme ni engrenage sacré, déclara le chef du groupe de conseillers, amplifiant sa voix comme l'avaient fait les 4 grands satans. L'enthousiasme de la foule commença à monter. Cependant, lorsqu'ils comprirent que le conseiller n'avait plus rien à dire, ils se turent, la confusion se lisant sur leurs visages. De plus, aucun d'eux ne savait que James possédait un Sacred Gear, car il n'en avait jamais eu besoin dans aucune de ses rank games. Les partisans de James étaient également intéressés par les projets du conseil. Cependant, lorsque les revendications furent abandonnées sans arme ni engrenage sacré, leur intérêt disparut immédiatement. Sirzek, Serafal et Greffia partageaient ce sentiment au balcon VIP. Après avoir écouté les demandes et attendu encore un peu, James commença à se gratter la tête, perplexe. L'expression de Scatash resta inchangée. Puis, au bout d'un moment, James fit signe au présentateur de lui passer le micro. C'est vraiment tout, demanda James maladroitement. La foule hocha la tête à la question de James tandis que tout le monde regardait les conseillers avec confusion. Bien sûr, dit le chef des conseillers avec assurance. Tout le monde connaît votre habileté au maniement des armes. Mais sans vos armes, vous ne ferez pas le poids face à nous 17. James ne put que baisser les épaules après avoir entendu les paroles idiotes de l'homme debout devant lui. Puis, au bout d'un moment, il porta le micro à sa bouche. D'accord, soupir, dit James d'un ton ennuyé. Ce ne sera pas un combat à mort, mais nous voulons des excuses officielles en cas de victoire. Et nous voulons que tu racontes aux enfers toutes tes erreurs des siècles passés. Les membres du conseil ricanèrent. Ils acceptèrent donc, convaincus qu'ils ne pouvaient perdre avec toute leur expérience du combat. Cependant, ils avaient oublié 2 choses. Premièrement, aucun d'eux n'était aussi puissant que James ou Scatash. Deuxièmement, cela faisait plus de 500 ans qu'ils n'avaient pas vu un champ de bataille, et encore moins mis les pieds sur un champ de bataille. James hocha alors la tête et rendit le micro à l'annonceur. Maintenant que les termes ont été établis, je demanderai au seigneur Sirzek Lucifer de faire les honneurs et de signaler le début de cette bataille, dit l'annonceur en quittant l'arène. Au même moment, Sirzek se leva. Soupir. J'avais vraiment hâte de voir les plans que vous, vieux fossiles, alliez utiliser pour nous vaincre, dit James à ses adversaires, rassemblés, préparant leurs attaques magiques à distance. Mais maintenant, je suis complètement déçu. J'ai presque perdu la motivation de me battre.
Tu as perdu la volonté de te battre, n'est-ce pas, dit le chef avec arrogance. Maintenant, tu dois comprendre ta place dans le monde. Malheureusement, il est déjà trop tard pour toi. Soupira James assez fort pour que toute l'arène pleine de spectateurs l'entende. Ne te laisse pas perturber par ça, mon disciple, dit Scatash en tapotant l'épaule de James. Finis vite. Nous aurons peut-être encore le temps de nous entraîner avec tout le monde cet après-midi. Tous les jeunes démons frissonnèrent à ce moment-là. Très bien, dit James avec indifférence. Que la bataille commence, annonça Sirzek dès que l'annonceur quitta l'arène. Dès que la voix de Sirzek retentit, les conseillers formèrent des cercles magiques devant eux, prêts à lancer leur sort. Cependant, avant qu'ils ne puissent le faire, un cube d'énergie démoniaque noire et violette apparut autour d'eux. Fait numéro 90, Kuroitsuji, dit James en levant la main droite vers les conseillers du diable. Puis, pendant les 30 secondes qui suivirent, rien ne se passa dans l'arène. Cependant, au balcon VIP, les 4 grands Satans et Greffia furent sous le choc. Qu'est-ce que c'est, Ajuka demanda Sirzek, incertain. Ce sort contrôle la gravité, répondit Ajuka en analysant le sort avec sa formule Kankara. Waouh, c'est un kido de Bleach, s'écria Sorafal, tout excité. Bleach demanda Sirzek avec curiosité. Tu parles du manga que James a dessiné il y a des années? Oui, celui-là, dit Sorafal avec enthousiasme. Je ne savais pas que Gekun pouvait aussi utiliser les sorts qu'il avait inventés. À ce moment-là, Sirzek et Ajuka décidèrent de lire toutes les œuvres de James pour découvrir d'autres techniques cachées. Ce faisant, ils devinrent tous deux ses plus fervents admirateurs. Mais ce serait une autre histoire. Pendant que les 3 autres discutaient du sort utilisé par James, Falbium bâilla. Puis il remarqua que le cube se brisait. Le sort se termine, dit Falbium, attirant l'attention de tous sur la bataille. Peu après les paroles de Falbium, le cube noir et violet se désintégra en particules d'énergie démoniaque, puis se dispersa dans le ciel. La foule vit ensuite les 17 membres du conseil étendus, immobiles, meurtris et ensanglantés. Peu après, l'annonceur entra sur le champ de bataille et commença à vérifier l'état de santé de tous les morts. Mesdames et messieurs, cria le présentateur après avoir vérifié que tous les conseillers étaient en vie. Les vainqueurs du duel d'aujourd'hui sont James Alavru et Scatash. Sur ce, la foule s'est déchaînée tandis que James et Scatash quittaient l'arène comme s'ils n'avaient rien fait. Car pour eux, il n'était même pas question de se battre. Chapitre 185, pas digne de son titre. Enfer, territoire de Satan, capitale Lilith. Quelques heures après le duel entre James, Scatash et les membres du Conseil du Diable, Sirzek, Ajuka, Sorafal et Falbium se retrouvèrent dans la salle de réunion de Satan pour une de leurs réunions de routine. Cependant, cette fois, l'affaire était un peu plus sérieuse que les autres. Alors, que va-t-on faire face à l'ingérence du panthéon hindou dans la bataille de James contre Kao de la brigade du chaos, demanda solennellement Ajuka. Cette question a été soulevée lors de notre dernière réunion, mais aucune réponse décisive n'a été apportée. Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit, dit Sirzek d'un ton désinvolte. Indra est sans doute 3e ou 4e sur la liste des 10 êtres les plus puissants. Voulons-nous vraiment lui faire la guerre? De plus, Shiva est classé juste après lui. Ce serait tout simplement suicidaire. Sirzek-chan, es-tu sûr de cela? Demanda Sorafal. Si rien n'est fait, ce garçon, Kao, deviendra de plus en plus incontrôlable. De plus, Grigori, Even et Kyoto Yuke réclament des mesures. Sorafal a raison, Sirzek, intervint Ajuka. Ce n'est pas seulement notre problème. Indra soutient un terroriste. Et ce garçon qu'il soutient a attaqué 2 panthéons que nous connaissons. De plus, l'un d'eux est notre allié. Si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre des alliés. Je comprends ce que tu dis, Ajuka, Sora, dit Sirzek d'un ton sérieux. Mais Indra et Shiva sont trop puissants pour que nous puissions les maîtriser. Sirzek? Ajuka recommença à parler avant d'être interrompu. Toc. Toc. Excusez-moi, Seigneur Satan, dit Greffia de l'autre côté de la porte. Entrez, répondit Sirzek. Un instant plus tard, Greffia ouvrit la porte et entra dans la salle de réunion. Puis, elle salua tous les présents et prit la parole. La conférence de presse du Conseil du Diable est sur le point de commencer. Oh, dit Sirzek avant de prendre une télécommande et d'allumer le moniteur de la pièce. Lorsque l'écran s'alluma, Sirzek changea de chaîne et trouva rapidement la station diffusant la conférence de presse mentionnée par Greffia. Comme convenu, les membres du Conseil qui s'étaient disputés avec James plus tôt dans la journée étaient tous réunis sur scène. Puis, l'animateur s'adressa à l'ensemble des spectateurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs, a déclaré le présentateur. Je suis sûr que tout le monde est au courant du duel traditionnel qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire un bref résumé de ce qui s'est passé et de ce qui a mené au duel. Pendant que l'animateur parlait, la conversation entre les 4 grands Satans fut momentanément interrompue. Tous étaient concentrés sur la conférence de presse diffusée. Pendant ce temps, l'animateur expliquait les événements ayant mené au duel, les insultes proférées par les conseillers sur scène à l'encontre de James et Scatash lors du rassemblement des jeunes démons. Il évoqua ensuite le processus de deuil, totalement unilatéral. Et maintenant, les conseillers vont remplir leur part de l'accord, a déclaré l'animateur après avoir conclu son explication. Écoutons maintenant ce que nos estimés conseillers ont à dire.
Un instant plus tard, les caméras sur les lieux étaient braquées sur le chef du groupe de conseillers et tous ceux qui regardaient attendaient avec impatience de voir si les conseillers allaient vraiment baisser leur fierté pour s'excuser auprès d'un demi-démon et d'un démon réincarné. En tant que membres du Conseil du Diable, nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs. En tant que membres de la plus haute noblesse, nous tiendrons toujours nos promesses. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Au même moment, tous ceux qui accompagnaient James dans l'arène du jeu de classement, ainsi que James lui-même, étaient assis dans le salon du manoir Grémory en train de regarder la conférence de presse. Je déteste les politiciens, dit Issei en regardant le conseiller municipal parler de toujours tenir ses promesses. J'ai l'estomac noué quand j'entends une chose pareille. Ouais, c'est un peu tordu. Flora hocha la tête. Peu importe l'espèce, je pense que les politiciens sont les pires. Nous tenons à nous excuser auprès de James Alavru et de Maître Scatache pour nos remarques grossières lors du rassemblement des jeunes démons. Nous espérons que vous nous pardonnerez, dit le chef des 17 conseillers avant d'incliner légèrement la tête. Suivant leur chef, les 16 autres conseillers inclinèrent légèrement la tête. En fait, certaines de leurs révérences étaient si légères que si tous ceux qui les observaient n'étaient pas d'espèces surnaturelles, ils auraient pu passer inaperçus. Vos excuses semblent si sincères, dit Seu Chulin avec sarcasme. Eh bien, tout d'abord, on n'attendait pas grand-chose de ces excuses, n'est-ce pas, demanda James en souriant. La suite est vraiment amusante. Alors, que voulait dire Sir Alavru en admettant ses erreurs, demanda l'hôte après que tous les conseillers eurent levé la tête. Nous ne pouvions que supposer qu'il faisait référence à la façon dont nous l'avions rabaissé devant tant de ses collègues, a déclaré le conseiller municipal. Et pour être honnête, nous avions tort. Nous avons laissé nos préjugés contre les demi-démons obscurcir notre jugement, et nous avons tenu des propos que nous savions ne pas devoir tenir. Eh bien, c'est ce à quoi on s'attendait, dit James après cette déclaration. Mais si ce que tante Venelana a dit est vrai, Sir Zeg va être en colère, vraiment en colère dans quelques heures, non? Greffia va-t-elle s'en sortir? Une fois la date du duel fixée, Greffia décida elle aussi qu'elle ne pouvait plus tolérer l'attitude de Sir Zeg face aux méfaits du conseil. Elle s'adressa donc à Léona, Venelana et Rhea et leur demanda quelle était, selon elle, la meilleure marche à suivre. Léona suggéra alors d'utiliser le duel de James comme prétexte pour rendre l'information publique. Après quelques heures de réflexion, ils décidèrent de transmettre le plan à James. Naturellement, James était pleinement d'accord. Son mépris pour le Conseil du Diable n'était un secret pour personne parmi ceux qui le connaissaient bien. Il serait donc tout à fait d'accord. C'est alors qu'ils élaborèrent le plan, exigeant que James reconnaisse toutes ses erreurs lors du duel. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Je suis vraiment surpris qu'ils aient réussi si facilement, s'étonna Sir Zeg. Leur fierté ne leur permettait pas de revenir sur leurs propres paroles devant tant de gens, a déclaré Ajuka, en insistant particulièrement sur le mot « fierté ». Je suppose que c'est logique. Sir Zeg hocha la tête, ignorant l'insistance supplémentaire d'Ajuka. Soupir. Bon, je suppose que c'est tout, dit Ajuka. Maintenant, revenons à ce que nous allons faire concernant l'ingérence du panthéon hindou dans notre guerre contre la brigade du chaos. Nous ne pouvons pas nous permettre d'entrer en guerre avec eux, a déclaré Sir Zeg avec force. Tu préfères donc qu'on perde les alliances qu'on vient de construire, demanda Ajuka. Sérieusement, Sir Zeg-chan, dit Sorafal en croisant le regard de Sir Zeg. Pourquoi es-tu si réticent à faire le nécessaire pour arrêter ces terroristes? Nous connaissons tous la véritable raison, dit Falbium d'un ton las. Il est trop fier pour s'engager sur un champ de bataille où il n'est certainement pas le plus fort. Sur ce, le silence retomba dans la salle. Puis, tous tournèrent leur regard vers l'homme le plus paresseux des enfers. Tout comme tout le monde connaît ma paresse, nous connaissons tous votre orgueil, Sir Zeg, dit Falbium, comme s'il allait s'endormir à tout moment. Soupir. Tu as raison, Sir Zeg, acquiesça Ajuka. Sir Zeg, cependant, ne répondit pas. À cet instant, son aura emplit la pièce. Il releva alors la tête et cria. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la prospérité des démons, s'exclama Sir Zeg avec colère. Cependant, quiconque le connaissait bien pouvait deviner qu'il s'agissait d'une mise en scène. Je ne tolérerai pas ce genre d'insulte. Puis, sans laisser à personne la possibilité de parler, Sir Zeg créa un cercle magique de téléportation et se téléporta hors de la pièce. Pourquoi n'agis-tu pas ainsi quand le conseil remet en question ton autorité, demanda Falbium avant de fermer les yeux et de s'endormir. C'est une bonne question, répondit Ajuka. Je n'ai pas la réponse. De toute façon, peu importe que Sir Zeg-chan soit d'accord ou non si Cao Cao réapparaît, dit Sorafal d'un ton enjoué. James a dit qu'il le tuerait à leur prochaine rencontre. Même si une guerre éclate, demanda Ajuka. James ne semblait pas se soucier de l'opinion d'Indra, dit Sorafal en haussant les épaules. Il refuse de la laisser vivre parce qu'elle a pris pour cible Yasaka et Kunu. Je vois. Je pense que ce serait une bonne occasion de discuter avec le jeune homme, dit Ajuka. Je pourrais même en apprendre davantage sur certains des sorts qu'il a créés. Ajuka commença alors à marmonner pour lui-même comment certaines des idées de James pourraient être utiles dans ses recherches. Bref, je pense que nous en avons terminé ici, dit Sorafal. Une autre réunion sans parvenir à une conclusion sur ce que nous devrions faire concernant le panthéon hindou. Ainsi se termina la réunion. Ensuite, Ajuka, Sorafal, Falbium et Greffia retournèrent chez eux, ou à l'institut de recherche, dans le cas d'Ajuka.
Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Quelques heures plus tard, les nobles de James et Rhea étaient assis dans le salon du manoir Grémory, regardant la télévision ou discutant entre eux. Environ 1 heure plus tôt, Sona, ses parents et ses nobles étaient rentrés chez eux. Cela devrait arriver bientôt, dit Venlana avec une pointe d'anticipation dans les yeux. De quoi parles-tu demanda Zéotique avec curiosité. Tu verras très bientôt, dit Venlana d'un ton mystérieux. Peu de temps après, un cercle de téléportation apparut dans un coin de la pièce. Lorsqu'il disparut, Sirzek et Greffia le remplacèrent. Comme toujours, Greffia affichait une expression stoïque. Sirzek, quant à lui, affichait un sourire doux, comme toujours. Cependant, quiconque le connaissait bien pouvait deviner qu'il cachait une certaine tristesse. Bienvenue à la maison, dit Venlana à son fils et à sa belle-fille en souriant. J'imagine que la réunion n'a pas été aussi réussie que vous l'espériez. Soupir. Oui, nous avons eu quelques désaccords concernant l'ingérence radicale d'Indra à Kyoto, a déclaré Sirzek. Ah, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, intervint James. Cao Cao mourra la prochaine fois que je le rencontrerai sur le champ de bataille. S'il s'est échappé la dernière fois, c'est uniquement à cause de cette satanée dimension perdue et de l'intervention de Sun Wukong. Ce n'est pas une bonne idée, James, dit Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Tu es l'un de ces soutiens d'Indra pourrait déclencher une guerre entre nos panthéons. Il comprend que c'est pour ça que tu l'as laissé partir, n'est-ce pas? Non. James haussa les épaules. Si je l'ai laissé partir, c'est parce qu'il était impossible de combattre Sun Wukong tout en essayant de le tuer dans la dimension temporelle créée par Dimension perdue. Tu te fiches que les enfers entrent en guerre contre un autre panthéon? Demanda Sirzek avec colère. L'ingérence de l'avant-garde Indra dans nos affaires, sans parler de l'aide apportée à nos ennemis, reconnus par toutes les factions comme terroristes, pourrait déjà être considérée comme une déclaration de guerre, répondit James calmement. Je suis sûr que vous en êtes déjà conscient. Devant le désaccord, personne ne savait quoi dire. Ils ne voulaient surtout pas que le problème s'aggrave, mais ils savaient tous deux que les deux hommes en face d'eux étaient étrangement têtus sur ce genre de sujet. D'ailleurs, la plupart d'entre eux étaient d'accord avec James. Il n'y aura pas de guerre, dit James d'un ton désinvolte. Et si vous pensez qu'il y en aura une, vous ne prêtez pas assez attention à la situation du panthéon hindou. Ah, alors pourquoi ne m'éclaires-tu pas, dit Sirzek d'un ton sarcastique, perdant le contrôle de sa façade bienveillante après avoir été défié par James. Bientôt, répondit James avec un sourire. Je suis sûr que tu invoques l'excuse que Shiva et Indra sont trop forts pour que nous puissions les affronter. Et franchement, ce serait vrai. Alors pourquoi sembles-tu si désireux de déclencher une guerre contre des gens qui voudraient décimer notre peuple, demanda Sirzek d'un ton indigné. Et si tu me laissais finir, grand frère Sirzek, demanda James avec une pointe de sarcasme. Ce serait vrai si c'était possible. Mais Shiva et Indra ne s'uniront jamais contre nous. Quiconque connaît un peu la tradition hindoue le sait. Sirzek savait également que ce que disait James était vrai. Indra et Shiva sont en conflit depuis aussi longtemps que le panthéon hindou existe. Bien que les hindous soient étrangement dominés par rapport aux autres panthéons, ils n'ont jamais été unis. S'ils l'avaient été, le christianisme n'aurait jamais réussi à s'implanter en Inde, même après la colonisation britannique. Cependant, avant que James puisse continuer, ou que Sirzek puisse répondre, la diffusion télévisée a été interrompue. Nous interrompons le programme habituel d'information de dernière minute, a déclaré la présentatrice, une belle femme d'âge moyen. Nous avons reçu plusieurs rapports de citoyens de la capitale qui ont reçu des dossiers d'information détaillant les agissements douteux des membres du Conseil du Diable qui ont participé au duel plus tôt dans la journée. Les membres du Conseil du Diable se réunissent actuellement en urgence. L'autre animateur, un bel homme qui semblait lui aussi d'âge mûr, reprit là où le premier animateur s'était arrêté. Nous avons reçu une copie du rapport d'un expéditeur anonyme. Bien que nous essayions encore de vérifier son authenticité, si ce qui y figure est vrai, la situation dans le monde souterrain pourrait changer radicalement. Après avoir entendu cela, tous ceux qui ne savaient pas ouvrir les yeux. Pendant ce temps, Leona, Venlana, Greffia, James et Skatash restèrent calmes, attendant impatiemment ce rapport. Quelques instants plus tard, Sirzek fut le premier à sortir de sa torpeur. Retirant son masque, il se tourna vers Greffia, la colère au visage. Que signifie tout cela, Greffia, demanda Sirzek d'un ton menaçant. Je t'avais dit que révéler cette information pourrait déclencher une guerre civile. Je t'avais dit d'oublier que tu avais trouvé cette information. Greffia resta silencieuse. Cependant, tous, sauf elle, Leona et Venlana, furent surpris d'apprendre que Sirzek avait déjà été informé de la nouvelle. James et Skatash se tournèrent donc vers les trois femmes, qui leur demandèrent de présenter la nouvelle si les conseillers refusaient de l'admettre. Ça suffit, Sirzek, dit Venlana en se plaçant entre Sirzek et Greffia. Greffia n'a fait que ce qu'elle pensait être juste. Même si c'est différent de ce que tu penses, tu n'as aucune raison d'être aussi en colère. Maman, tu ne comprends pas, dit Sirzek en essayant de contenir sa colère. Cela pourrait détruire notre société. Oh, tu veux dire ce que font ces vieux fossiles depuis des siècles, demanda James d'un ton sarcastique. Tu ne peux pas prétendre que tu ignorais tout après ta petite crise. Et au lieu d'agir et d'enquêter pour résoudre le problème, tu crains une guerre civile. Soyons honnêtes, Sirzek, il n'y aurait pas de guerre civile si des mesures immédiates étaient prises contre les coupables. Et qu'en sais-tu, répondit Sirzek avec colère.
Tu n'imagines pas à quel point les membres du conseil peuvent être rusés. Comme je l'ai dit, il n'est pas digne du titre de Satan, a déclaré James avec déception dans le ton. Qu'est-ce que c'était, demanda Sirzek avec colère, sa pression démoniaque s'exerçant sur tous les présents. Tous les occupants de la salle, au dernier étage comme en dessous, se sentaient étouffés par la pression exercée par Sirzek. Seuls James, Scatash et Greffia semblaient insensibles. Peut-être que si vous agissiez ainsi avec le conseil, des choses comme celles qui apparaissent dans ce rapport d'enquête ne se produiraient jamais, continua James, son ton inchangé. Avant que Sirzek ne s'emporte davantage, un cercle magique de communication portant la marque d'Ajuka apparut près de son oreille droite. Remarquant le cercle magique, Sirzek prit plusieurs inspirations profondes. Puis, après s'être considérablement calmé, il y injecta son énergie démoniaque et entendit la voix d'Ajuka. « D'accord, j'arrive bientôt, dit Sirzek avant de mettre fin à la communication. Après cela, il regarda Greffia. Avant de partir, il prit la parole. « Nous avons beaucoup de choses à discuter après avoir rencontré les autres, dit Sirzek en créant un cercle magique de téléportation sous lui. Je suis d'accord, dit Greffia, l'air inchangé. En fait, il faut qu'on parle. Un instant plus tard, Sirzek fut téléporté. Dès son départ, Greffia s'assit sur un canapé et s'y laissa tomber, le visage couvert de ses mains. Visiblement perturbée par la suite des événements, elle se sentit bouleversée. Voyant l'état de Greffia, Leona, Venlana, Ria et Akeno se rassemblèrent autour d'elle pour tenter de la réconforter. Soupir. Il a changé, dit Greffia d'un ton désemparé. Ce n'est plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Qu'est-il arrivé à l'homme qui voulait le bien des enfers, des démons, plus que tout au monde? Chapitre 186, fort, calculateur et implacable. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Dans la salle de réunion du Conseil du Diable, les 17 conseillers qui s'étaient battus avec James plus tôt dans la journée étaient au rez-de-chaussée, l'air indigné. Pendant ce temps, les 23 autres membres du Conseil étaient assis au balcon. Le silence régnait dans la salle, chacun attendant l'arrivée des 4 derniers participants à cette réunion d'urgence. Finalement, après quelques minutes dans cette atmosphère étouffante, la porte menant au balcon s'ouvrit. Les 4 grands Satans, Sirzek, Ajuka, Sorafal et Falbium, entrèrent. Laissant leurs yeux parcourir la pièce, ils se concentrèrent enfin sur le membre le plus ancien du Conseil du Diable, Zekram Bael. « Seigneur Bael, je suppose que vous nous avez appelés à cause des nouvelles récentes, n'est-ce pas ?» demanda Sirzek. « C'est exact, Seigneur Lucifer. » Zekram hocha la tête, l'air impassible. « Nous devons découvrir la vérité sur cette affaire et décider des mesures à prendre pour apaiser les troubles au sein de la population. » Tandis que Zekram parlait, les 4 grands Satans s'avancèrent pour prendre place à l'avant du groupe depuis les niveaux supérieurs du monde des démons. « Et que proposez-vous, Seigneur Bael ?» demanda Ajuka après s'être assis. « Je suggère d'abord d'informer les masses que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour découvrir la vérité, » a déclaré Zekram, l'air inchangé. « Ensuite, je suggère que nous le fassions. » En entendant cela, les 17 hommes du rez-de-chaussée sentirent leur sang se retirer de leur visage. Ils ne s'attendaient pas à être poursuivis pour ce qu'ils avaient fait. Ils étaient les plus hautes autorités de la société démoniaque. Avec leurs excellentes origines, ils devraient être au-dessus du reste de la populace. « Pourquoi fais-tu ça, Seigneur Bael ?» demanda le chef des hommes du rez-de-chaussée, paniqué. « Nos maisons ont beaucoup fait pour les enfers. » « Autrefois, c'était vrai, » répondit Zekram d'un ton solennel. « Nombre d'entre vous viennent de maisons qui ont brillé pendant la Grande Guerre. »« Alors pourquoi ?» a demandé le leader. « Parce que tu n'es plus un atout pour la pègre, » répondit Zekram. « Tu envoies de jeunes démons prometteurs à la mort aux mains de déviants de diverses organisations. De tels actes sont restés impunis bien trop longtemps. » Les membres du conseil sur le balcon, bien que surpris, ne réagirent guère aux paroles de Zekram. Bien qu'ils fussent des suprémacistes convaincus comme les hommes en bas, ils n'étaient pas aussi radicaux. Ils croyaient pouvoir utiliser les puissants des classes populaires pour accroître leur rang une fois qu'ils en avaient prouvé la valeur. Cependant, les plus surpris furent les 4 grands Satans. Enfin, 3 des 4 grands Satans, car Falbium n'y prêta guère attention et s'endormit. « Vous n'êtes que des bâtards et des ordures de bas étage » s'écria le chef avec indignation. « Comment vos vies pourraient-elles rivaliser avec notre autorité ? De plus, nous avons agi ainsi uniquement pour que ces ordures de bas étage ne songent jamais à nous défier, nous, la classe dirigeante. » Soupir. « C'est bien là l'erreur que tu as commise, » dit Zekram, sans changer d'expression. Cependant, à chaque mot qu'il prononçait, sa présence grandissait, donnant à tous les présents l'impression d'être face à un géant. Qu'est-ce qu'un démon ? Fort, calculateur et impitoyable. Et même si tu possèdes tous ces traits, tu ne les signales même pas à tes ennemis. Les hommes du pont inférieur commencèrent à reculer après avoir senti la présence et l'aura de Zekram. À ce stade, ils étaient trop terrifiés pour se défendre. Sirzek était le plus surpris des Satans. Il sentait que même si Zekram n'était pas aussi fort que lui, il n'avait aucune chance de le vaincre, même s'il ne perdrait pas non plus. Ce sentiment le troublait. Ajuka et Sorafal étaient également surpris, pour une autre raison. Ils pensaient que Zekram était du même type de démon que les hommes en dessous, mais leur perception était inversée. « Mais c'est toi qui disais toujours du mal de ceux dont le sang était moins pur », hurla l'un des hommes du rez-de-chaussée après avoir repris connaissance. « Alors pourquoi nous condamnerais-tu pour les avoir traités comme des ordures ?
Soupir. C'est vrai que je ne pense pas grand-chose des démons de lignée impure. Zekram hocha la tête. Cependant, tu te trompes. Je les méprise car leur potentiel est faible. Mais quand certains obtiennent d'excellents résultats, je les respecte comme il se doit. Et la force est la véritable mesure du respect d'un démon. Le silence retomba dans la salle après la dernière déclaration de Zekram. Puis, après quelques instants de réflexion, Ajuka prit la parole. Il semble que ceux d'en bas n'étaient pas les seuls à avoir mal compris, Seigneur Bael, dit Ajuka. Ouais, on pensait que tu détestais tous les demi-démons et les démons de basse naissance, dit Sorafal avec un sourire gêné. Sirzek, quant à lui, resta silencieux. Il était toujours mécontent que Greffia lui ait désobéi et ne soit que partiellement impliqué dans la réunion en cours. Bâillement. Alors, que faire des accusations portées contre lui, demanda Falbium en désignant l'étage inférieur du menton. Comme je l'ai dit, nous devons enquêter, dit Zekram d'un ton tranchant. Avant cela, nous donnerons à chacun d'entre vous l'occasion d'avouer ses crimes. Si vous le faites, vos peines seront réduites en conséquence. En entendant cela, les conseillers du rez-de-chaussée commencèrent à échanger des regards et à discuter. Au bout de quelques instants, l'un des hommes s'avança et prit la parole. Je suis prêt à avouer, dit l'homme, la tête baissée. Lorsqu'un des accusés s'en alla, les autres trouvèrent le courage de faire de même. Finalement, seuls 6 membres refusèrent de parler. Tous étaient les plus hauts gradés des 17 accusés. Ils croyaient, bien sûr, que leurs préparatifs étaient parfaits et qu'il n'y aurait aucune preuve contre eux. Pendant que les membres du conseil et les satans sur le balcon attendaient que ceux en bas prennent leur décision, Zekram parla au satan. Alors, qu'en penses-tu demanda Zekram. Je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps, dit Sorafal en souriant. Mais vous ne nous auriez jamais laissé enquêter comme ça auparavant. Elle a raison, dit Sirzek en plissant les yeux. Alors pourquoi maintenant? Ajuka et Falbium étaient également curieux de connaître la réponse à cette question. C'est assez simple, répondit Zekram. Parce qu'ils ont essayé de supprimer quelqu'un qui avait véritablement démontré leur pouvoir. Tu veux dire James? Demanda Ajuka. Exact. Zekram acquiesça. Lorsque je passais de la classe inférieure à la classe moyenne, je n'ai guère prêté attention à ce jeune homme. J'étais même contre sa promotion dans la classe supérieure. Si j'ai accepté, c'est parce qu'il est devenu le disciple de cette femme. Parce que tu savais que sa force grandirait? Demanda Sirzek. C'est encore exact, répondit Zekram. Aucun de ceux acceptés comme disciples de Skatash n'était en dessous du niveau maximum. Et depuis la guerre civile il y a un demi-millénaire, une telle force de combat est l'une des choses qui manquent aux enfers. Se souvenant de la force grandissante de James, Sirzek fronça les sourcils. Son froncement s'accentua lorsqu'il se souvint de ce que James avait dit de lui moins d'1 heure plus tôt. N'est-il pas digne de mon titre? Pensa Sirzek. Personne ne le mérite plus que moi. Je suis le démon le plus puissant de l'histoire. Cependant, même s'il refusait de l'admettre, il commençait à douter de la véracité de cette affirmation. Nombre de ses initiatives étaient mises de côté malgré son pouvoir. Il savait qu'il pouvait forcer la situation par la force. Cependant, son orgueil ne lui permettait pas d'agir comme ceux contre lesquels il s'était rebellé plus de 500 ans auparavant. En vérité, Sirzek ne savait tout simplement pas comment concilier respect et crainte entre ses sujets. Et cela le mettait en colère, car Zekram était clairement plus doué que lui pour cela. Finalement, Sirzek fut tiré de ses pensées lorsque Zekram annonça l'ouverture de l'enquête. D'abord, tous les hommes disposés à avouer, à l'exception du premier, furent escortés par les gardes du conseil jusqu'à une salle de détention. Puis, une fois l'homme seul, on lui remit une copie de la liste de ses crimes. À mesure qu'il lisait, son visage pâlit. Puis, lorsque ceux présents au balcon comprirent qu'il avait terminé sa lecture, ce fut Sirzek qui prit la parole. Tout ce qui est écrit dans ce rapport est-il vrai? Demanda Sirzek d'un ton sévère. Après quelques instants d'hésitation, le conseiller en bas poussa un soupir de résignation. Puis il ne prononça plus qu'un mot. Ouais. Le groupe sur le balcon, qui lisait les informations discutées aux informations, a été choqué de constater que l'intégralité de l'information était vraie. Avez-vous quelque chose à ajouter? Demanda Ajuka. Non, c'est tout ce que j'ai fait, a déclaré le conseiller. Le groupe sur le balcon échangea un regard. Puis, comme s'ils avaient pris une décision, ils tournèrent leur attention vers l'homme en contrebas. Très bien, dit Zekram. Nous prendrons note de votre volonté de coopérer. Ensuite, une fois l'enquête terminée, nous vous informerons de votre condamnation. En attendant, vous serez assigné à résidence. Nous posterons également des gardes pour vous surveiller au cas où vous envisageriez de vous évader. Des questions? Non, Seigneur Bael, répondit l'homme en s'inclinant. Je comprends. 2 gardes ont alors fait sortir l'homme de la salle de réunion. Quelques instants plus tard, la personne suivante à avouer est entrée dans la salle, et le processus a été répété 10 fois. Au bout de quelques heures, seuls les 6 hommes qui affirmaient n'avoir rien fait de mal ont été interrogés. Avant de convoquer les 6 derniers, les satans et les conseillers ont discuté de la meilleure façon de gérer cette situation. Après avoir discuté pendant près d'1 heure, ils ont élaboré un plan. Contrairement à ceux qui étaient prêts à avouer, tout le monde fut conduit dans la pièce ensemble. Une fois tous en place, Ajuka leva la main. Ce faisant, utilisant sa formule Kankara, il créa des barrières autour de chaque homme, leur permettant de ne voir que l'avenir. Ainsi,
ils ne pouvaient communiquer ni par contact visuel ni par d'autres moyens non verbaux. Donnez les documents à chacun, dit Zekram dès que les préparatifs d'Ajuka furent terminés. Dès que la voix de Zekram s'éteignit, chacun des 6 membres du conseil, à l'étage inférieur, reçut une pile de 5 rapports. Un pour chacun des autres hommes interrogés. À lire, ordonna Zekram. Comme Zekram l'avait ordonné, les 6 hommes commencèrent à lire les rapports. Ils connaissaient une grande partie de ce qu'ils lisaient. Ils avaient travaillé ensemble pendant des années pour consolider leur position. Il était donc tout naturel qu'ils aient collaboré, découvrant ainsi leurs secrets respectifs. Une fois que tout le monde eut fini de lire, ils regardèrent vers le balcon. C'est comme ça que ça va fonctionner, dit Sirzek, commençant à expliquer. En fait, nous allons découvrir si ces rapports sont vrais ou non. C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner à tous la possibilité de réduire votre peine si nos découvertes correspondent à l'un des crimes mentionnés dans ces rapports. Nous vous autoriserons à vérifier les crimes des autres, dit calmement Ajuka. Plus vous pourrez vérifier les crimes des autres, plus votre peine sera réduite si nous découvrons que vos crimes sont réels. Oui, le plan de ceux qui étaient au balcon était d'affronter les 6 conseillers de l'étage inférieur. Ils avaient déjà remarqué la panique sur le visage de chaque membre à la lecture des rapports. Tous, forts de leur expérience en lecture, savaient ce qu'ils pensaient. S'ils ont autant d'informations sur les autres, alors ils en ont certainement autant, voire plus, sur moi. Forts de ces pensées, ils exploiteraient la nature de ces démons. Ils espéraient que les 6 conseillers se retourneraient contre leurs prétendus alliés si cela pouvait leur sauver la vie. Et comme prévu, les 6 conseillers se précipitèrent pour vérifier les crimes des autres. Vous serez tous désormais placés en résidence surveillée jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, a annoncé Zekram une fois l'enquête terminée. 12 gardes escortèrent ensuite les 6 conseillers hors de la salle de réunion. Après cela, ceux qui étaient sur le balcon discutèrent de la manière dont ils allaient enquêter. Ils décidèrent finalement qu'il y aurait un nombre égal d'enquêteurs du conseil et du camp de Satan. Après avoir réglé tous les détails, chacun rentra chez soi. Chapitre 187, événements dans le monde souterrain. Enfer, territoire de Satan, état de Lucifer. Après avoir quitté la salle de réunion du conseil du diable, Sirzek retourna à son domaine, plus fatigué mentalement qu'il ne l'avait été depuis longtemps. À son arrivée, Greffia l'attendait comme toujours. Cependant, il sentait que tout était différent. Sirzek, il faut qu'on parle, dit Greffia avant que Sirzek n'ait eu le temps de parler. Je suis d'accord, dit Sirzek calmement. Pourquoi as-tu désobéi à mes ordres? Parce que tu avais tort, répondit Greffia tout aussi calmement. Tu te souciais plus de ta position au sein de la population que de ton devoir. C'est bien ce que tu penses, demanda Sirzek, l'air inchangé. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien du peuple. Et laisser les brebis galeuses du conseil se déchaîner était pour le bien du peuple, demanda Greffia d'un ton cinglant. Sirzek ne répondit pas. Il connaissait la réponse à la question de Greffia, mais il refusait d'y répondre. Son orgueil l'en empêchait. Sirzek, savez-vous pourquoi j'ai choisi de trahir ma maison et les vieux satans, demanda calmement Greffia. Oui, répondit Sirzek. C'est parce que tu pensais que c'était le mieux pour la société des enfers et des démons. C'est vrai. Greffia hocha la tête en guise de réponse. C'est aussi pour ça que je t'ai épousé. Je pensais que tu étais le meilleur, non seulement pour moi, mais aussi pour les démons. Je pensais qu'ensemble, nous pourrions améliorer les enfers. Tu as pensé, demanda Sirzek. Pourquoi le passé? Parce que je n'en suis plus sûr, répondit Greffia avec une pointe de douleur. Quand nous avons commencé ce voyage ensemble, tout ce qui nous importait était d'améliorer la vie des démons. Mais maintenant, il semble que tu te soucies davantage de gagner le respect des masses. Un leader doit être vénéré pour que les gens le suivent, répondit Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Un leader doit guider son peuple, dit Greffia calmement. Ses actions détermineront ce que le peuple pense de lui. Sirzek marqua une pause pour réfléchir aux paroles de Greffia. Il comprenait parfaitement ce sentiment. Cependant, son orgueil l'empêchait d'accepter verbalement. Au lieu de prendre des mesures qui inciteraient les masses à vous suivre volontairement, vous vous préoccupez davantage du maintien du statu quo, car vous ignorez la réaction des gens à vos décisions, a déclaré Greffia. Et ce n'est pas le comportement d'un dirigeant, mais celui d'un lâche. En entendant l'analyse de Greffia, Sirzek sentit sa colère monter. C'était la première fois qu'on le traitait de lâche. Heureusement, il parvint à contenir sa colère. C'est pour ça que tu as répandu cette nouvelle dans mon dos, demanda Sirzek. Oui, je pensais que ces conseillers devraient être tenus responsables de leurs transgressions, répondit Greffia. Sirzek était d'accord avec Greffia sur ce point. Il était profondément esséuré par les agissements de ses conseillers. Malheureusement, ce n'était pas leur faute s'ils avaient été démasqués, et c'était là le problème qu'ils trouvaient. Nous savons tous les deux que les actions de chaque diable sont dictées par un péché particulier. Les plus courants sont l'orgueil, l'envie et la luxure, poursuivit Greffia. Et comme toi, l'orgueil est mon péché principal. La différence entre nous, cependant, c'est que ton orgueil est centré sur toi-même. Alors que le mien est centré sur l'espèce diabolique dans son ensemble. Sirzek réfléchit un instant. Et je compris que Greffia avait raison, dans une certaine mesure. Il était aussi immensément fier de sa sœur, plus que de son propre fils. C'est pourquoi, malgré son malaise face à la croissance de James, il n'avait jamais objecté à la présence de Ria. Parce qu'il était fier que Ria ait trouvé une si bonne partenaire.
En tant que votre reine, j'ai le devoir de vous soutenir et de vous conseiller, dit Greffia tout en gardant un contact visuel avec Sirzek. Et me désobéir, c'est me soutenir, pour toi, demanda Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Je t'ai soutenu dans une décision que tu n'aurais pas prise autrement, dit Greffia. Pour être un bon dirigeant, il faut parfois réprimer son orgueil. Je ne te dis pas de te prosterner devant les autres. Mais tu dois être prêt à leur permettre d'acquérir la gloire. Sur ce, le silence retomba dans la pièce. Puis, après quelques minutes, Sirzek poussa un profond soupir. J'y réfléchirai, dit Sirzek avant de se retourner et de partir pour sa chambre et celle de Greffia. Greffia s'inclina simplement devant les Sirzek qui battaient en retraite. Puis, un cercle de téléportation apparut sous elle tandis qu'elle tenait l'arc. Un instant plus tard, elle n'était plus sur le domaine de Lucifer. Monde humain, Japon, Kuo. Une semaine s'est écoulée depuis que la nouvelle des méfaits des membres du Conseil a été rendue publique. Cette semaine-là, de nombreuses perquisitions ont été menées dans le cadre de l'enquête du Conseil de Satan et du Diable sur l'affaire. Elles ont trouvé de nombreuses preuves contre les accusés. Suffisamment pour prouver tout ce que contenaient les rapports distribués par Lilith. Après la dernière cloche, James et les filles se sont rassemblés autour de la table de Raya, discutant de ce qui se passait dans les enfers. Alors, Riri, as-tu entendu parler de l'enquête de ton frère ou de Greffia, demanda James avec curiosité. Non, il garde le secret, répondit Rya. De plus, les choses semblent très tendues entre Greffia et mon frère. Je parie, répondit James. Je suis sûr que ton frère n'a pas apprécié la décision de Greffia de publier cette information de son propre chef. Mais je ne comprends pas pourquoi il l'aurait cachée. Qui sait? Rya haussa les épaules. Sona, as-tu eu des nouvelles de ta sœur? Rien, répondit Sona. Même s'il m'adore, il me dit rarement ce que je ne devrais pas savoir. C'est une surprise, répondit Flora. Je pensais que si tu lui faisais ses yeux de chien battu, il céderait instantanément. Comme si je pouvais faire ça, hurla Sona, le visage rouge. Tsubaki et Raya rirent de l'emportement de King. Akeno rit aussi. Pendant ce temps, James et Rya éclatèrent de rire. Vous deux, fermez-la, dit Sona d'un ton énergique. Je me souviens de la dernière fois que Sona a fait à ce raton des yeux de chiot, dit James en riant. C'est à ce moment-là que Sora a brisé ses barrières pendant qu'on était. MMPH. Je t'ai dit de la fermer, dit Sona en couvrant la bouche de James de ses mains. Pourquoi raconter cette histoire à tout le monde? Parce que je pensais que c'était drôle, répondit James après avoir retiré les mains de Sona de sa bouche. Après ce petit échange, Rya, Akeno, Tsubaki, Raya et Flora regardèrent maintenant Sona avec curiosité. Ara, pourquoi ne nous racontes-tu pas l'histoire aussi, Keshu, demanda Akeno, une pointe de sadisme dans le regard. Oui, tu connais plein d'histoires embarrassantes à mon sujet, Sona, ajouta Rya. Pourquoi ne pas uniformiser les choses? Je connais beaucoup d'histoires embarrassantes à ton sujet, Rya, parce que tu fais beaucoup de choses embarrassantes, répondit Sona froidement. Une fois de plus, tout le monde rit. Sauf Rya, bien sûr. Bref, je ne dirai rien, dit Sona en ajustant ses lunettes. Puis, remarquant tous les regards rivés sur James, elle poursuivit, et si tu leur dis, James, je dirai à ma sœur que tu me harcelais pendant que tu pleurais. Bien que James ait décidé de ne pas leur raconter l'histoire, Sona y étant farouchement opposée, sa décision s'est renforcée après avoir entendu la menace de Sona. Bien que ce rafale et lui fussent presque à égalité en termes de force et que James fût convaincu de pouvoir la vaincre s'il faisait de son mieux, le désagrément qu'elle représentait serait bien plus grand qu'il n'était prêt à supporter pour une histoire amusante. Tu as ma parole, dit James d'un ton solennel. Je ne raconterai cette histoire à personne sans ta permission. Je le jure par Oshiru Sakura. Bien que Sona se contentât de lever les yeux au ciel en guise de réponse, elle savait qu'il était sincère. James, comme la plupart des épéistes, ne prêtait pas serment sur son épée à la légère. Après cela, le groupe continua de discuter un moment. Finalement, ils décidèrent de se disperser pour rejoindre leurs clubs respectifs. Cependant, avant de se séparer après avoir quitté la salle de classe, James se souvint de quelque chose. Et, vous avez tous entendu dire que vous passerez l'examen d'avancement de la classe moyenne 4 fois par an, n'est-ce pas, demanda James. La prochaine fois, ce sera le mois prochain, le premier week-end de novembre. Allez-vous envoyer quelqu'un de votre pays y participer? Oui, j'enverrai Akeno, Koneko, Yuto, Gaspé et Issei, répondit Rya. Et toi, Sonia? J'enverrai Tsubaki et Raya, répondit Sona. Les autres ne sont pas encore prêts. Je ne sais pas, Sonia, répondit James. Je pense que tu ne leur accordes pas assez de crédit. Je veux dire, ils ne sont pas encore prêts pour la société démoniaque, répondit Sona. En termes de force, ils devraient être plus que prêts. Compris, répondit James. Et toi, demanda Rya. J'enverrai Mizor, Lancé et Moka, répondit James d'un ton désinvolte. N'est-ce pas maître Skatash, demanda Sona avec curiosité. Elle n'a pas encore accepté assez de missions démoniaques pour être éligible, répondit James. Mais elle sera prête pour la prochaine. Elle aime bien 6 contrats par soir. Quel monstre, dit Raya. Tous les autres acquiescèrent. Ils allèrent donc finalement dans leur club pour passer la soirée. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith.
Une fois de plus, les 17 conseillers, soupçonnés de trahison, entre autres, se réunirent au rez-de-chaussée de la salle de réunion du Conseil du Diable. Aujourd'hui, l'enquête prenait fin. Aujourd'hui, ils seraient jugés pour leurs crimes par les membres restants du Conseil et les Satans. Restant silencieux, les 17 hommes attendirent l'entrée du Conseil et des 4 grands Satans. Leur anxiété était manifestement à son comble. Finalement, au bout d'une demi-heure, leurs juges entrèrent par la porte du balcon. Sans perdre de temps, les 27 personnes prirent rapidement place. Je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici, a déclaré Sirzek. En réponse, tout le monde sur le balcon hocha la tête. Alors commençons, dit Sirzek. Un par un, les 11 hommes ayant avoué leurs crimes furent convoqués et condamnés. Tous furent démis de leurs fonctions au sein de la junte. De plus, ils furent condamnés à des peines allant de 500 à 1000 ans de prison, selon la gravité de leurs crimes. Une fois ces 11 condamnés, les 6 qui refusèrent de coopérer à leurs propres enquêtes furent appelés, un par un. Les peines qu'ils reçurent furent bien plus sévères. Tous furent condamnés à mort, sans exception. La plupart moururent rapidement. Mort par décapitation. Le chef du groupe, en revanche, connut une fin bien plus douloureuse, il fut tué par 1000 coups d'une épée sacrée. La raison de sa condamnation était simple, il avait vendu des informations à des factions ennemies, à l'époque où le ciel et les Grigori étaient encore ennemis, pour son propre bénéfice, à plusieurs reprises. Ces informations n'étaient pas mentionnées dans les rapports publiés. Et les Satans et les conseillers lui en étaient reconnaissants. Une telle nouvelle aurait sans aucun doute provoqué l'indignation générale. Lorsque Zekram apprit cela, il se souvint de tous les pièges et embuscades dans lesquels certains membres d'élite de la Société du Diable étaient tombés au cours de leur mission. Il dut déployer tous ses efforts et plusieurs autres conseillers pour le maîtriser physiquement afin de l'empêcher de tuer l'homme sur le champ d'un jet de son pouvoir de destruction. Je suis heureux que tu aies réussi à m'empêcher de te tuer, dit Zekram en s'adressant au chef des damnés. Être rapidement détruit par mon pouvoir de destruction est loin d'être la fin pour un traître comme toi. En réponse, l'homme en question baissa la tête, l'air clairement empreint de regret. Cependant, tous ceux présents voyaient bien qu'il ne regrettait absolument pas son acte. Ce qu'il regrettait, c'était d'avoir été pris. Dans une semaine, une exécution publique aura lieu sur la place centrale, annonça Sirzek. Regardant les autres Satans et les conseillers, il poursuivit, Y a-t-il des objections? Personne n'a objecté. Alors, finissons-en, dit Sirzek en se levant. Chapitre 188, James contre Serahorg. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. La nuit suivant la condamnation des membres traîtres du Conseil, le dernier jeu de classement entre les jeunes démons de l'année aurait lieu. L'équipe à la Vru, vainqueur des 4 jeux précédents, affronterait l'équipe Baël, également victorieuse. Les autres équipes avaient déjà affronté les 5 autres. L'équipe Grémory a terminé la ligue avec un bilan de 2-3, s'inclinant face aux équipes à la Vru, Baël et Citri. L'équipe Citri a terminé avec un bilan de 3-2, s'inclinant face aux équipes à la Vru et Baël. L'équipe Agar a terminé à la 14e place, et sa seule victoire a été contre l'équipe Glacia Labola, qui a perdu ses 5 matchs. Ce jeu de classement final allait désigner un vainqueur incontestable parmi les jeunes démons de l'année. De plus, il mettrait un terme définitif à la dispute pour savoir qui, entre James et Serahorg, était le jeune démon le plus fort. Bien que la plupart des spectateurs s'attendaient à la victoire de James, tout le monde attendait le spectacle avec impatience. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue au match de classement de la Ligue des Jeunes Diables, a crié le commentateur. Ce sera le dernier match de classement auquel nos jeunes diables participeront avant leur début face à leurs coéquipiers plus âgés et plus expérimentés. En entendant la voix du commentateur dans la sono, la foule savait que la fête allait commencer. L'excitation montait en elle. Puis, enfin, le commentateur a présenté les 2 équipes. Entrant en premier, par l'entraîneur, le prochain chef de la maison de Baël, Serahorg Baël et Sapéry. Après que la voix du commentateur se fut éteinte, marchant devant ses pairs, le corps grand et massif de Serahorg devint visible aux yeux de tous. Ils se dirigèrent rapidement vers l'estrade désignée par leur équipe et attendirent la présentation de leurs adversaires. Et entrant par l'entrée sud, l'équipe à la Vru, dirigée par leur roi, James à la Vru. Une fois de plus, le public s'est déchaîné sous les applaudissements. Aucune des 2 équipes n'a reçu moins que le soutien inconditionnel du public. Puis, sous le nom de Serahorg, James a conduit son équipe vers la plateforme qui leur était attribuée. Une fois les 2 équipes installées sur leur plateforme, elles se sont élevées simultanément. Arrivées au sommet, le pont s'étendait des 2 plateformes jusqu'à leur point de jonction. Un piédestal a ensuite été érigé au centre du pont. Une fois tout cela terminé, James et Serahorg se sont dirigés vers le piédestal. J'attendais ça avec impatience, dit Serahorg à l'arrivée des 2 jeunes hommes au centre. Puis, il s'approcha de James. Moi aussi, j'avais hâte, dit James en acceptant la poignée de main de Serahorg. Mais ne sois pas trop déçu si tu perds. Mes gars sont forts, tu sais. Ah. Mon équipe n'est pas facile non plus. Après avoir échangé quelques poignées de main et quelques plaisanteries amicales, James et Serahorg prirent place de chaque côté du piédestal. Puis, simultanément, ils posèrent leurs mains sur le piédestal, et une grande roulette apparut au-dessus. Les fans retinrent leur souffle, impatients que le match soit choisi. Mesdames et messieurs, on dirait que nous allons assister à une répétition du premier match des Young Devils, a déclaré le commentateur.
Comme pour les équipes Gremory et Citry, ce sera un match de défense. Même si le public était un peu déçu par l'absence de nouveautés, il était tout de même impatient de voir le match opposant les jeunes Devils les plus forts de cette génération. Au même moment, James et Serra Org se sont mis en tête de déterminer qui serait en attaque et qui serait en défense. On dirait que les rôles sont décidés, s'exclama le commentateur avec enthousiasme. L'équipe à Lavru défendra, tandis que l'équipe Bael attaquera les points. L'excitation de la foule s'est à nouveau accrue. Peu après, James et Serra Org sont retournés sur leurs plateformes respectives, et les deux équipes ont été téléportées sur le plateau de jeu. Enfer, territoire de Gremory, domaine de Gremory. Je me demande quelle stratégie les deux équipes utiliseront, demanda Akeno avec curiosité. Je n'en suis pas sûr, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Mais quelque chose me dit que James va se montrer un peu plus à fond dans ce match. Qu'est-ce qui te fait dire ça, demanda Mio avec curiosité. Parce qu'il est resté pratiquement immobile dans les 5 autres jeux, si vous comptez celui qu'il a joué contre Diodora Astaroth, a répondu Ria. Mais dans cette partie contre l'équipe Astaroth, c'est James Sampé qui a joué, dit Maria, la tête penchée, perplexe. C'est seulement parce que cela a été provoqué, dit Xenovia en réponse à la confusion de Maria. Ah oui. Maintenant que tu le dis, dit Maria en repensant à ce jeu de classement en particulier. Quoi qu'il en soit, ce sera sympa de voir Sampé frapper quelqu'un d'autre que moi pour une fois, intervint Issei. Tout le monde ne put qu'esquisser un sourire ironique aux commentaires d'Issei. Même Issei savait que la plupart des coups infligés à James étaient de sa faute. Pourtant, il comprenait ses sentiments. Il voyait rarement James se battre. Underwall, territoire de Citry, domaine de Citry. Comme Ria, Sona regardait le match de classement entre James et Serra Org avec ses camarades de classe. Cependant, contrairement à Ria, sa sœur aînée les suivait également. Grande sœur, pourrais-tu me laisser partir, demanda Sona tandis que ce rafale se blottissait contre elle, assis ensemble sur le canapé. Mais j'ai besoin de recharger ma vitamine C, sautant, dit ce rafale en frottant son visage contre la poitrine de Sona. Soupir. Alors, comment pensez-vous que ce match va se dérouler, demanda Sona à tout le monde dans la salle, faisant de son mieux pour ignorer sa sœur. Vous voulez parler d'autre chose que de la victoire de James Sampé, demanda Tsubasa. J'imagine que ce sera comme les autres. James et Maître Skatash resteront les bras croisés pendant que le reste de la noblesse s'occupera de l'équipe adverse. Momo et Tomo hochèrent la tête. Janshiro, quant à lui, sentait que les choses seraient différentes. Je pense que James Sampé ou Maître Skatash prendront le terrain cette fois-ci, a déclaré Janshiro, l'air un peu incertain. Oh, s'exclama Sona, surprise. Puis elle reporta son attention sur Janshiro et poursuivit, et qu'est-ce qui te fait penser ça, Sagi? Janshiro était un peu confus devant le regard intensément fixé de Sona. Cependant, au bout d'un moment, il se calma et commença à reconstituer sa phrase mentalement. Ce n'est qu'une supposition, en fait, dit Janshiro en se grattant la nuque. Mais comme James n'a pas encore fait grand-chose dans ces jeux de classement, il a probablement hâte d'y être. Sona et Tsubaki, qui connaissaient James depuis le plus longtemps parmi les nobles de Sona, acquiescèrent à la déclaration de Janshiro. Outre son désir d'affronter Serra Org, il savait qu'il souhaitait aussi se montrer aux yeux de tous. Je suis surpris que tu aies pu y penser, Sagi-kun, dit ce rafale, toujours enroulé autour de Sona. Janshiro ne put que sourire timidement. Depuis qu'il avait découvert que Sona était la fiancée de James, Janshiro s'intéressait davantage à James, simplement pour comprendre pourquoi Sona s'intéressait autant à lui. Avec le temps, il commença à remarquer certains traits de personnalité de James et se demanda si Sona pourrait changer d'avis s'il adoptait certains de ses traits. Mais il n'en parlerait jamais à personne. Ils annoncent les règles, dit Reya, attirant l'attention de tous sur la télévision. Plateau de jeu de tri. Le match de défense d'aujourd'hui se déroulera dans ce stade de 10 km². Pendant que l'annonceur parlait, une carte du plateau de jeu s'affichait sur tous les écrans diffusant le match. Match. Comme l'a dit le commentateur, le cadre était une grande place composée de 13 grands carrés répartis sur toute sa longueur, un à chaque angle, un à chacun des 4 points cardinaux, un au centre et un au centre de chacun des 4 cadrans. Chaque carré est relié par de larges allées qui mènent aux autres carrés. Un carré peut avoir jusqu'à 8 entrées qui mènent aux autres carrés. Et au moins 3. L'équipe Bael commencera la partie sur la case la plus au sud du plateau de jeu, tandis que l'équipe à Lavru commencera la partie sur la case la plus au centre, a poursuivi l'annonceur. Les points de défense seront situés sur les cases ouest et nord du plateau de jeu. Les pions attaquants pourront être promus après avoir atteint l'une des 3 cases abritant des points de défense, tandis que les pions défenseurs pourront être promus après avoir atteint l'une des cases ou l'un des coordinateurs situés au sud du plateau de jeu. Après avoir expliqué la disposition du plateau de jeu, l'annonceur a continué à expliquer les règles. Le temps imparti pour cette partie est de 4 heures. L'équipe en défense peut gagner si elle possède encore au moins un point de défense à la fin du temps imparti, ou en battant le roi adverse, a déclaré l'annonceur, marquant une courte pause pour l'effet dramatique, avant de poursuivre. L'équipe attaquante peut remporter la victoire en conservant chaque point de défense, pendant une minute ou en battant le roi adverse. Après avoir vu la carte, les deux équipes s'attendaient à ce que les règles ressemblent à ceci. Par conséquent, aucun membre de l'équipe n'a eu besoin d'explications supplémentaires. Maintenant, chaque équipe aura 20 minutes pour élaborer sa stratégie, a déclaré le commentateur.
Une fois le temps écoulé, le jeu commencera. Et le chronomètre commencera. Sur ce, les deux équipes commencèrent à discuter de leur progression pendant le jeu. La première chose que firent les deux rois fut de distribuer les appareils de communication approuvés pour le jeu de classement. Tandis que Serahorg divisait soigneusement les papiers pour son titre de noblesse, James parla lentement, le sourire aux lèvres. Voilà ce que nous allons faire, dit James calmement. Je vais parcourir le champ de bataille pour récupérer autant de pièces de Serahorg que possible. Ayam fera de même. Ayam hocha la tête en silence, acceptant le rôle qui lui était assigné. Maître, je veux que vous coordonniez le reste de l'équipe par groupe de 3 pour défendre chaque point de défense, poursuivit James. Compris, répondit Scatash. Puis elle transforma les 8 membres restants de la noblesse. Setanta, Flora, Shuna, vous défendrez l'ouest. Misor, Dante, Chion, vous défendrez le nord. Moka et Lady, vous êtes avec moi. Nous défendrons les. Pourquoi suis-je si loin de l'action, demanda Dante d'un ton mécontent. Oui, vraiment, ajouta Misor. Nous sommes ceux qui ont le moins de chances de nous battre. Ouais, je veux me battre aussi, se plaignit Chion. La réponse à cette question est assez simple, répondit Scatash. Parce que vous 3 risquez davantage de perdre l'objectif de vue en combattant. Misor, Dante et Chion grommelèrent d'agacement en entendant le raisonnement de Scatash. Cependant, ils savaient que ce qu'elle disait était vrai et cessèrent de s'exprimer à voix haute. Pendant ce temps, James commença à discuter tranquillement avec son équipe. Il voulait s'assurer qu'ils soient aussi détendus que possible sans perdre leur tension. Underwall, territoire de Citri, domaine de Citri. Parfois, j'aimerais qu'ils nous laissent entendre les stratégies des équipes, dit Sona d'un ton fatigué, ayant complètement renoncé à quitter ce rafale. Je comprends ce que tu veux dire, Keshu, répondit Rhea. Peu importe comment je vois les choses, James n'a pas l'air d'avoir beaucoup réfléchi à sa stratégie. Jakun et Scatty-chan ont probablement développé des stratégies de base pour chaque type de jeu, a déclaré ce rafale en souriant. Du coup, après avoir examiné le plateau de jeu, ils n'ont plus qu'à ajuster leur stratégie de base et n'ont pas beaucoup de planification à faire. Leur temps d'élaboration est donc considérablement réduit. Je suppose que c'est logique, répondit Sona. Cependant, j'aimerais savoir quel est le rôle de James et de Maître Scatash dans tout ça. Tout le monde était d'accord avec la déclaration de Sona. Eh bien, tu n'auras pas à attendre longtemps pour voir les plans se concrétiser, dit ce rafale. Puis elle resserra légèrement son étreinte autour de Sona. Maintenant, profitons de ce moment convivial en attendant le début du match. Ça veut dire que tu comptes me laisser partir quand le jeu commencera, demanda Sona, l'espoir brillant dans ses yeux. Non, bien sûr que non. Ah, dit ce rafale en riant comme si Sona venait de raconter la blague la plus drôle de tous les royaumes. On fera juste plus attention au jeu qu'à l'autre, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr, dit Sona d'un ton laconique. Pourquoi m'attendrais-je à ce que tu veuilles dire autre chose? Je ne sais pas, répondit ce rafale. Mais tu étais vraiment un peu bête, sautant. La noblesse de Sona décida qu'il serait préférable de détourner le regard des frères et fit comme s'ils n'avaient jamais rien vu de tout cela. Chapitre 189, James contre Serahorg 2. Plateau de jeu de tri. Fini l'heure des stratégies. La voix du commentateur résonna dans tout le classement. Maintenant, que la partie commence. Dès que la déclaration de l'annonceur a pris fin, Serahorg a tiré directement vers le point de défense au nord. Allez, suis bien le plan, cria Serahorg en courant à toute vitesse. Soupir. Quel genre de plan est de les diviser et de les soumettre de toutes parts, demanda Quisha Abaddon, reine de Serahorg. Quisha est une belle femme blonde aux yeux bleus, les cheveux attachés en queue de cheval et vêtue d'une tenue qui met en valeur une grande partie de ses gros seins, son décolleté et ses épaules. Calme-toi, dame Quisha, dit Beluga Furka, l'un des chevaliers de Serahorg. Beluga est un beau jeune homme aux cheveux bruns et aux yeux verts, qui porte une armure médiévale et chevauche un destrier cauchemardesque qui émet des flammes bleu-blanc de ses sabots. Soupir. Je sais, dit Quisha après avoir pris une grande inspiration et exprimé son agacement dans un soupir. Puis, son expression devint sérieuse et elle commença à donner des ordres. Coriana, Regulu, dirigez-vous vers le nord-est et attaquez, point à l'est. Coriana, ou Coriana André Alphus, l'un des évêques de Serahorg, une femme séduisante aux longs cheveux blonds ondulés et aux yeux rouges, vêtue d'une tenue rouge à bordure violette, acquiesça simplement d'un sourire en réponse à ses ordres. Comme Coriana, Regulu, un garçon aux cheveux hérissés orange foncé et aux yeux dorés, le pion de Serahorg qui a mis cette pièce à se réincarner, acquiesça également d'un signe de tête. Puis, Coriana et Regulu s'envolèrent en direction de leur cible. Ladora et Mistita, vous irez directement vers l'est, puis directement vers le nord pour attaquer le point de défense oriental, dit Quisha, continuant de donner des ordres. Ladora Bun, l'un des tours de Serahorg, est un homme grand et mince aux cheveux verts et aux yeux rouges, tandis que Mistita Sabnok, un garçon aux cheveux verts clairs et aux yeux violets, hocha la tête en signe de reconnaissance et se dirigea vers l'est. Beluga, va avec Gandoma vers l'ouest, puis dirige-toi vers le nord et attaque le point de défense ouest, ordonna Quisha. Oui, madame, répondit Beluga.
Gandoma Balam, l'autre tour de Serraorg, un homme de 3 mètres, 9 minutes 10 secondes, à la peau bronzée, aux yeux bleu gris pâle et au visage qui ressemblait plus à celui d'un monstre qu'à celui d'un homme, salua et hocha la tête en signe de reconnaissance alors qu'il s'enfuyait avec Beluga et son cheval de cauchemar. Nous devrions aussi partir, Liban, dit Quisha alors qu'elle commençait à courir vers le nord-ouest. Ouais, allons-y, dit Liban Crossel, un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux argentés, vêtu d'une armure légère et portant une épée, en se mettant lui aussi à courir vers le nord-ouest. Au même moment, se divisant en groupes de 3, les membres de la noblesse de James, à l'exception de James et d'Ayam, se précipitèrent vers leur point de défense désigné. Pendant ce temps, James utilisait son détecteur de présence pour suivre les mouvements de l'équipe adverse. Eh bien, si je devais deviner, Serraorg fonce droit sur nous, dit James, les yeux toujours fermés. Ensuite, les autres se divisent en groupes de 2 et se dirigent vers l'est et l'ouest, point de défense, depuis 2 directions. Vas-tu combattre Serraorg-sama maintenant, demanda Ayam. Je crois, dit James en regardant dans la direction d'où venait Serraorg. Tu peux aller où tu veux. Éliminant autant que possible. Compris, James-sama, répondit Ayam en disparaissant. Ta furtivité s'améliore, dit James. Il est de plus en plus difficile de la détecter, même en combinant ma détection de présence et ma vision de l'âme. Alors au lieu de courir vers le sud, James se tenait au milieu de la place d'où son équipe avait commencé et attendait l'arrivée de Serraorg. Pendant ce temps, Seu Chulin, Flora et Shuna couraient vers l'ouest. Nous y sommes presque, dit Seu Chulin, constatant que le passage allait bientôt se terminer. Vu la distance qui nous sépare du centre, nous devrions arriver les premiers. Mais j'ai besoin que vous soyez tous les deux sur vos gardes, nous ignorons à qui nous allons affronter, ni combien. Je comprends, répondit Flora avec force. Compris, répondit Shuna. Un instant plus tard, le trio entra sur la place et aperçut le point de défense, un cercle lumineux au sol, au centre de la place, dont la lueur atteignait le plafond du plateau de jeu. À leur arrivée, Seu Chulin fit signe à Shuna, qui ferma aussitôt les yeux et ressentit la force vitale qui l'entourait. Il y a 2 signaux provenant du passage sud-est, rapporta Shuna. Les autres viennent du sud ou sont partis vers l'est. Quoi qu'il en soit, ils sont hors de ma portée pour l'instant. C'est bon à savoir, dit Seu Chulin. Vous deux, vous affrontez ceux qui arrivent du sud-est. Je serai sur mes gardes s'ils arrivent du sud. Ok, répondirent Flora et Shuna simultanément. Flora et Shuna prirent alors position pour intercepter les assaillants. Flora se tenait en première ligne, gantelets et jambières équipées, des étincelles de magie du tonnerre jaillissant de ses poings et de ses pieds. Pendant ce temps, Seu Chulin se postait près du point de défense afin de pouvoir observer les entrées est, sud-est et sud de la place. Environ 2 minutes plus tard, Quisha et Liban étaient suffisamment proches pour être vus depuis la place. Ils ont également pu reconnaître celui qui était là pour les arrêter. Liban, va occuper Flora, ordonna Quisha. Je vais essayer de distraire Shuna, peut-être que cela suffira à Beluga et Gandoma pour prendre point. Je comprends, dit Liban en testant la vitesse de sa pièce de chevalier. Cliquetis. Eh bien, bonjour, Liban, dit Flora en souriant après avoir bloqué un coup d'épée de Liban avec son gant gauche. Comment vas-tu? Tout en parlant, Flora tendit sa main droite et chargea son énergie démoniaque dans son poing et son gantelet, les faisant briller encore plus fort grâce à la magie du tonnerre. Puis, elle frappa Liban à la poitrine. Voyant l'attaque imminente et sachant qu'elle ne pouvait plus la supporter avec sa défense, Liban se libéra et battit rapidement en retraite. Après avoir évité l'attaque de Flora, elle lança son épée vers son cœur. Oh mon Dieu, tu ne me fais même pas signe en retour, dit Flora en parant le coup avec son gant droit. Tu me brises le cœur. Profitant de l'élan de sa défense, Flora se retourna rapidement et lança son talon droit sur le côté de la tête de Liban, qui leva aussitôt son épée pour se défendre du plat. Malheureusement, la force du coup de Flora fut plus grande qu'elle ne l'avait prévu et elle fut projetée dans les airs. De plus, la magie du tonnerre imprégnée dans sa tour engourdit son bras armé. Au même moment, Quisha et Shuna échangeaient des sorts et du Yujutsu à un rythme effréné. Des boules de feu rouge sang et divers sorts élémentaires volaient entre eux tandis qu'ils esquivaient ou se défendaient habilement. De temps à autre, l'une des attaques de Shuna disparaissait dans un trou noir qui s'ouvrait sur son passage. Elle utilise sa compétence « trou », cria Shuna en continuant d'échanger des attaques avec Quisha. Flora, fais attention aux attaques sournoises. Avant que Shuna ait pu terminer son avertissement, un cuné, apparemment sorti de nulle part, transperça la gorge de Quisha. La reine fut alors recouverte de particules bleu clair avant d'être téléportée hors du plateau de jeu. La reine de Serraorg Bael s'est retirée. Peu importe, dit Shuna après que la voix du commentateur eut retenti. Sors de là, Shuna, cria Seu Chulin en se dirigeant vers l'entrée sud de la place. Un autre groupe arrive. Comme l'avait dit Seu Chulin, Beluga et Gandoma approchaient rapidement du couloir sud. Bien, dit Shuna d'un ton déterminé. Puis elle créa 2 autres boules de feu rouge sang dans ses paumes. Pendant ce temps, Moka était engagée dans un combat au corps à corps avec Regulu, qui avait été promue reine. Zut! Elle a été éliminée si vite, s'exclama Regulu en échangeant coups de poing et coups de pied avec Moka. Skatash est là, ou quoi? Ah! Tu ne voudrais pas savoir, dit Moka en plaçant ses mains derrière la tête de Regulu.
Puis, de toutes ses forces, Moka tira la tête de Regulu vers le bas tout en levant son genou droit vers son visage. Réagissant promptement, Regulu plaça ses mains entre le genou de Moka et son visage. Malheureusement, il finit avec le nez en sang après s'être cogné le dos des mains contre son propre visage. Zut! Ça fait mal, gémit Regulu en enroulant ses mains autour de la cuisse de Moka et en l'éloignant de lui. Pendant ce temps, la dame gardait ses distances et repoussait les sorts que Coriana lui lançait. Coriana, quant à elle, était forcée d'esquiver les balles. Comment peut-on avoir un tel objectif, gémit Coriana. Il lance même des sorts de foudre. C'est dingue. Profitant de la distance créée par la projection de Moka à travers la place, Regulu s'approcha de Lady et tenta de la frapper. Utilisant sa mitraillette, Lady para le coup et plaça le pistolet contre la poitrine de Regulu. Merde, elle utilise une sorte de gunkata, dit Regulu en utilisant sa main gauche pour repousser le pistolet de Lady. Populaire. Bien que Regulu ait réussi à détourner le museau de Lady de sa cible initiale, qui était son cœur, Regulu pouvait encore ressentir la douleur d'une balle traversant sa poitrine supérieure gauche. Zut! Ça fait mal, hurla Regulu tandis que la dame s'éloignait précipitamment du garçon, un avatar indépendant de type Sacred Gear, Regulu Nemea. Ce faisant, Regulu commença à se métamorphoser. D'humain, il prit la forme d'un grand lion doré d'environ 4,5 mètres de haut, avec une crinière dorée et un joyau doré sur le front. Sérieusement, il a acquis sa véritable forme sitôt dans le combat, demanda la dame, incrédule. Boum! De là où elle avait atterri après que Regulu l'ait projetée, Moka courut vers l'endroit. Puis, tandis que Regulu se transformait, elle sauta en l'air, poing en arrière. Puis, alors que Regulu achevait sa transformation, le poing de Moka heurta le côté de sa grosse tête, le faisant tomber sur le côté. Malheureusement pour Moka, son attaque ne fit que très peu de dégâts. Avant qu'elle puisse commenter, elle fut contrainte de se défendre contre la boule de feu que Coriana lui envoya. Que allons-nous faire de ce fils de pute, demanda la dame. Honnêtement, je n'en suis pas si sûre, dit Moka en scrutant ses ennemis. J'ai tout donné pour ce coup, et il a juste bougé la tête. Eh bien, c'est parfaitement logique, dit Skatash en s'approchant. Après tout, il s'agit du lion de Némée. Sa peau est réputée impénétrable. Cependant, je pense que vous devriez laisser Skatash tester cette théorie par elle-même. Voyant Skatash s'approcher, Regulu fit inconsciemment un pas en arrière. C'est grave, Regulu, dit Coriana derrière Regulu. Que faire de Skatash? Je ne sais pas, dit Regulu. Mais je devrais pouvoir l'occuper suffisamment longtemps pour que toi et les deux autres puissiez prendre le point. On verra ensuite ce qu'il adviendra. Je comprends, répondit Coriana. Je préviendrai les autres. Au même moment, James et Serahorg échangeaient coups de poing et coups de pied sans aucune notion de défense depuis que Sehuchulin et son groupe avaient atteint le point de défense. Finalement, lorsque Regulu a commencé sa transformation, James a donné un coup de genou à Serahorg en pleine poitrine, le forçant à reculer. Dès que Serahorg retrouva son équilibre, enroulé autour de Tuki, il commença à frapper à toute vitesse. Grâce à la friction entre ses poings et l'air, ses coups prirent feu et des boules de feu furent lancées successivement vers James. Comme certaines techniques que James enseigna à ses amis et à ses proches, c'était aussi une technique que James avait volée à l'univers Naruto et enseignée sans vergogne à Serahorg, comme s'il en était l'inventeur. Pan du matin, cria Serahorg en lançant des boules de feu sur son ami et rival. Alors, tu as enfin réussi, hein, commenta James en levant les poings. Mais moi aussi, j'ai un mouvement comme ça. Alors que James finissait de parler, il lança ses 2 poings en avant. Et comme Serahorg, ses poings étaient en feu. Cependant, au lieu de coups rapides et de petites boules de feu, ses poings lancèrent une attaque bien plus puissante, sous forme de vagues. Tir du tigre, cria James en lançant son propre projectile. Bien que l'attaque de James ne couvrit pas une zone aussi vaste que celle de Serahorg, il lui suffisait d'arrêter les boules de feu qui allaient le toucher. Puis, lorsque le tir du tigre percuta les boules de feu du pan du matin de Serahorg, des flammes se répandirent dans toutes les directions, laissant des traces de brûlure sur toute la place. J'attends un adversaire capable d'encaisser plus que quelques coups, dit Serahorg d'un air satisfait. Allez, James, on y va. Bien sûr, comme tu veux, dit James en ordonnant à Serahorg de poursuivre le combat. Chapitre 190, James contre Serahorg 3. Plateau de jeu de tri. Après que Regulu eut pris sa véritable forme, Mistita et Ladora s'approchèrent de l'entrée sud de la place où se trouvait le point de défense. Après l'avoir vu Regulu sous sa véritable forme et Skatash lui faisant face, tous deux eurent des doutes quant à l'opportunité de pénétrer sur ce champ de bataille. Je pense qu'on devrait faire demi-tour et suivre le chemin central vers le nord, point de défense, dit calmement Mistita. Participer à un combat entre monstres comme celui-ci n'est pas une bonne idée. Ladora hocha la tête tout en observant la situation sur la place. Puis, sans alerter personne, ils firent demi-tour. Cependant, avant qu'ils puissent bouger, Mistita fut recouverte de particules de lumière bleu pâle avant d'être téléportée hors du plateau de jeu peu après. Zut, s'exclama Ladora en courant vers la place la plus à l'est. L'évêque de Serahorg Bael a pris sa retraite. En entendant l'annonce, Skatash regarda la nouvelle venue et sourit à Ayam, ce qu'elle remarqua même en étant furtive. Pendant ce temps, sans alerter personne de sa présence, Ayam retourna dans l'ombre et attendit la prochaine occasion de frapper.
Au même moment, sur la place la plus au nord, Mysore, Dante et Chion se tenaient là, ennuyés. Est-ce une sorte de punition? Demanda Dante en traversant la place. Je veux dire, sérieusement, il y a clairement des combats en cours, et nous ne sommes impliqués d'aucune façon. Et si je m'y prends bien, on ne le sera pas, Mysore fit la moue. Ce n'est pas juste. Si c'est une punition, pourquoi suis-je puni? Demanda Chion. Je veux dire, je ne détruis rien sans réfléchir aux conséquences, et je n'ai jamais désobéi aux ordres. Je ne comprends tout simplement pas. Après avoir entendu les plaintes de Chion, Mysore et Dante la fusillèrent du regard, sans qu'elle ne le remarque. Au lieu de cela, elle continua à se plaindre en brandissant son épée encore et encore. Au moins, elle décida de s'entraîner un peu tout en se tenant au chaud pour le moment où la bataille atteindrait la zone qu'ils défendaient. Soupir, Mysore et Dante soupirèrent simultanément après avoir réalisé que Chion ne prêtait attention à aucun d'eux. Pendant ce temps, la bataille s'intensifiait à l'ouest du point de défense. Les 3 membres de chaque équipe étaient répartis en 3 combats en 1 contre 1, Seu Shuna x Beluga, Flora x Liban et Shuna x Gandoma. Tirant une salve de boules de feu rouge sang, Shuna attaqua Gandoma sans relâche. Malheureusement, son Gyujutsu ne faisait que peu de dégâts. Gandoma parvenait à neutraliser tous les sorts ou à les repousser d'un geste de la main. Bien qu'imperturbable face aux attaques de Shuna, Gandoma se rapprocha lentement de Shuna, qui fut contraint de battre en retraite vers le point de défense. Pendant ce temps, Flora poursuivait son combat rapproché avec Liban, peinant à lancer une attaque solide contre un ennemi bien plus rapide. Pendant ce temps, Seu Shulin faisait de son mieux pour contrer la force supplémentaire des attaques de Beluga, grâce à la vitesse d'attaque et au poids accru de sa monture. Pourquoi une monture est-elle autorisée dans une partie classée? Demanda Seu Shulin en parant une attaque de la lance de Beluga. Parce que c'est une invocation, répondit Beluga en lançant sa lance sur son cheval de cauchemar. Et les créatures invoquées sont autorisées, selon le règlement. C'était rhétorique, répondit Seu Shulin en déviant l'une des attaques de Beluga vers le haut, créant ainsi une ouverture. Oh non, dit Beluga, conscient lui aussi du dilemme dans lequel il se trouvait. En guerrier aguerri, Seu Shulin ne manqua pas l'ouverture. Bien qu'il ne parvint pas à achever Beluga, Seu Shulin réussit à dévier sa lance et à faire tomber le chevalier adverse de sa monture. Populaire. Grâce à la force du coup de Seu Shulin, Beluga fut non seulement éjecté de sa monture, mais également écrasé contre le mur entourant la place. Tout. Beluga cracha une gorgée de sang après avoir glissé le long du mur, désormais marqué de plusieurs fissures semblables à des toiles d'araignée, provenant du point d'impact. Lorsqu'il releva la tête, il vit le cheval de son cauchemar galoper vers lui. Au même moment, il vit Seu Shulin tenant sa lance d'une main et tirant son bras en arrière. De la drogue, dit Beluga en essayant de sortir rapidement de là où il était assis. Malheureusement, ses blessures ralentirent considérablement ses mouvements. Puis, un instant plus tard, Seu Shulin lança sa lance de toutes ses forces. La lance, s'élançant vers l'avant, transperça le destrier cauchemardesque sans perdre son élan. Elle plaqua ensuite Beluga contre le mur, le transperçant juste à droite du cœur. Bien que Beluga ne reculât pas immédiatement, il savait qu'il serait bientôt téléporté. Seu Shulin, marchant lentement pour récupérer sa lance, regarda par-dessus son épaule et cria à ses compagnons. Vous deux, vous devez changer d'adversaire, ce sont de mauvais matchs pour vous. En entendant les instructions de Seu Shulin, Flora commença à reculer devant Liban, qui attaqua avec plus de férocité, convaincu que les paroles de Seu Shulin étaient exactes. Au même moment, Shuna étendit son barrage de boules de feu rouge sang pour englober Flora et Liban. Cependant, grâce à l'excellente maîtrise de son Gyujutsu, Flora n'eut pas à craindre d'être touchée par des tirs amis. Liban fut donc contrainte de se défendre contre les attaques de Flora et Shuna. Malheureusement pour Shuna, la pression sur Gandoma diminua à mesure qu'il étendait la portée de ses attaques, augmentant sa vitesse à mesure qu'il se rapprochait de Shuna. Heureusement, Flora parvint à lancer une attaque puissante contre le Banon. Alors que Gandoma s'apprêtait à se rapprocher de Shuna, Flora lui assena un coup foudroyant à l'arrière de la jambe, le faisant trébucher momentanément. Cet instant, cependant, suffisait à Shuna pour échapper à la poursuite du géant. Underwall, territoire de Citri, domaine de Citri. La connaissance du champ de bataille du lancer est impressionnante, a déclaré Sona après que Seu Shulin se soit adressé à ses camarades. Oui, il semble être capable de suivre tout ce qui se passe sur le champ de bataille, a déclaré Tsubaki avec un sourire. Ça doit être grâce à toutes ces expéditions que toi et James avez faites quand vous étiez plus jeunes, dit Sona en se tortillant dans les bras de sa sœur. Et, tu crois que tu pourrais desserrer un peu ta prise? Mes bras commencent à s'engourdir. En entendant la requête de Sona, Sorafal fit la moue avant de la lâcher légèrement. Lorsqu'elle sentit l'emprise de Sorafal se desserrer, Sona soupira de soulagement. Le combat le plus intéressant reste celui de Maître Skatash contre le lion de Némé, dit Tomo avec excitation dans le ton. Oui, mais sans Seraorg, Regulu ne peut pas utiliser toute sa puissance. Répondit Reya. Oui, un Sacred Gear sans son porteur est incomplet, dit Momo en hochant la tête. J'aurais peur si Vritra bougeait toute seule, dit Janshiro avec une expression légèrement effrayée. Eh bien, Vritra était l'un des dragons maléfiques avant de mourir, n'est-ce pas? Demanda Ruruko en réduisant subtilement la distance entre elle et Janshiro. Tout le monde, sauf Janshiro qui ne l'avait même pas remarqué, souriait au léger mouvement de Ruruko. Plateau de jeu de tri. Avec la retraite de Beluga, le combat entre Skatash et Regulu commença.
Regulu prit l'initiative, attaquant Scatash, Moka et Lady. Au lieu d'essayer d'aider Scatash, Moka se scinda en plusieurs chauves-souris et vola autour de Regulu, tandis que Lady lui tirait dans les yeux en fuyant le champ de bataille. Elle repoussait aussi occasionnellement les sorts lancés par Coriana. Après avoir dépassé Regulu, Moka continua de voler vers l'Adora telle une volée de chauves-souris. Voyant les chauves-souris arriver, l'Adora décida d'attaquer préventivement. S'avançant vers la meute, elle agita bras et jambes pour tenter de blesser au moins une des chauves-souris. Cependant, comme elles étaient toutes des Moka et partageaient ses sens et son champ de vision, il lui fut facile d'éviter les attaques de l'Adora. Finalement, l'une des chauves-souris réussit à mordre l'Adora au cou par derrière. Puis, toutes les chauves-souris se rassemblèrent sur elle, et Moka se reforma derrière l'Adora, ses crocs s'enfonçant dans son cou. Je préférerais mordre James, mais je n'ai pas le temps de me plaindre en ce moment, pensa Moka en commençant à bouger ses bras et ses jambes. Après avoir repris forme humaine, Moka glissa ses bras sous ceux de l'Adora et croisa ses doigts derrière sa tête. Elle lui donna ensuite un coup de pied dans le genou droit, le forçant à s'agenouiller. Puis, elle lui donna un coup de pied dans le pied gauche, le forçant à s'allonger face contre terre. Pendant ce temps, elle continuait à boire son sang. Zut, c'est terrible, murmura l'Adora en luttant pour se libérer. Malheureusement, même avec ses longs bras, il ne pouvait pas attraper Moka et la retirer de lui avec ses mains éloignées de son corps par le Nelson complet de Moka. Soupir. Je suppose que je n'ai pas le choix, murmura l'Adora. En tant que membre du clan Balam, l'Adora possédait deux spécialités, d'abord, la capacité d'apprivoiser les dragons. Ensuite, celle de se transformer en dragon et d'acquérir toutes ses qualités. Malheureusement, dès qu'elle décida de se transformer, Moka retira ses crocs du cou de Nelson, le laissant momentanément désorienté. Profitant de la confusion momentanée de l'Adora, Moka canalisa son énergie démoniaque dans ses mains, serra les poings et commença à lui asséner des coups au cou et aux épaules. Puis, après une quarantaine de secondes de coups infligés à l'Adora, elle fut recouverte de particules de lumière bleu clair et battit en retraite. La tour de Seraorg Bael a reculé. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Zut, c'était brutal, dit Issei, frissonnant à l'idée de recevoir une telle raclée. Mais ça vaudrait peut-être le coup de presser les seins de Moka contre mon dos comme ça. Je vais absolument en parler à James Sampé, espèce de pervers répugnant, dit Mio d'un ton dédaigneux. J'espère qu'il te tuera 100 fois. Aussitôt, Issei pâlit. Puis il se mit à supplier et à ramper vers Mio. Il savait que la raclée qu'il recevrait après un tel commentaire serait pire que les coups habituels. Mio, quant à elle, ignora complètement les supplications d'Issei. Elle se concentra plutôt sur le jeu de classement. Soupir. Issei-kun n'apprend jamais, pas vrai, demanda Akeno en souriant sadiquement à Issei qui exécutait un magnifique dojeza devant Mio. Au moins, je pense qu'il reste fidèle à ses convictions. Répondit Ria. Oh, Issei, je suis là si tu veux sentir des seins dans ton dos, dit Asia en regardant Issei avec une expression triste dans les yeux. Hein, demanda Issei en relevant la tête et en posant son regard sur Asia. Vraiment? Ne pensant pas qu'Issei l'écouterait, Asia rougit furieusement lorsqu'Issei lui posa sa question. Cependant, le regard déterminé, elle hocha la tête. Puis elle s'évanouit. Alors que tout le monde regardait Issei avec impuissance ou dégoût, tout le monde regardait Asia inconsciente avec des regards bienveillants. Je me demande si James aime aussi les seins dans le dos, murmura Xenovia. Plateau de jeu de tri. Pendant que les autres combats se déroulaient, James et Seraorg étaient à nouveau engagés dans un combat rapproché. Cependant, contrairement à la fois précédente, James utilisait ses arts martiaux supérieurs pour parer ou éviter la plupart des attaques de Seraorg tout en lançant la plupart des siennes. Les choses ne s'annoncent pas bien pour ton équipe, dit James avec un sourire en baissant la tête pour éviter un centre droit direct de Seraorg avec suffisamment de force pour envoyer une boule d'air comprimée dans le mur derrière lui et faire une marque en forme de poing dans la pierre dont il était fait. Ah! C'est peut-être vrai, mais je sais que tu te donnes à fond, dit Seraorg en enchaînant les coups. Et c'est tout ce que je peux te demander. De quelqu'un de bien. Burk. Trouvant une ouverture dans l'assaut de coups de Seraorg, James a placé un crochet gauche sur les côtes de Seraorg, arrêtant son barrage froid. Explosion supérieure, cria James en déclenchant sa propre salve de coups. James frappa Seraorg d'une série de coups de poing partant de l'abdomen et augmentant progressivement en hauteur. 2 à l'estomac, 1 au sternum, 3 à la poitrine, et 1 à grande vitesse, projetant des flammes du poing de Seraorg jusqu'à son menton. Au même moment, James sauta vers le crochet pour donner plus de puissance au coup. Suite à la dernière attaque de James, Seraorg fut projeté dans les airs, ses yeux se révulsant et son Tuki se dispersant. Un instant plus tard, Seraorg fut enveloppé des particules de lumière bleu pâle familière et téléporté hors du plateau de jeu. Seraorg Bael s'est retiré. Le vainqueur de ce jeu de classement est l'équipe à la vrue. Zut, je pensais survivre et ensuite appeler Regulu, dit James avec un sourire ironique. Peu de temps après, les membres restants de chaque équipe ont été téléportés hors du plateau de jeu, tandis que la foule dans l'arène applaudissait sauvagement. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.